Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence en cette normalement 4e conférence inaugurale, mais que 3e du coup. Donc c'est conférence inaugurale dans le cadre du DU Agir pour le climat, dans le cadre du grand programme ALCAN, Alliance for Climate Now. Ce soir, on a la chance d'avoir Laurent Fombostier qui va vous faire une présentation. Et Laurent est professeur agrégé des facultés de droit. Il est également co-directeur du master droit de l'environnement de l'université Paris-Saclay. Et ses principaux tropismes disciplinaires sont le droit de l'environnement, mais qu'il aime nommer droit mésologique ou droit des milieux. Il nous en parlera sans doute. Le droit constitutionnel, le droit des libertés fondamentales et l'histoire des idées politiques. Il est également directeur de la collection Droit, Sciences et Environnement aux éditions Mar et Martin. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont un manuel du droit de l'environnement aux éditions Puff et Environnement aux éditions Anamosa, collection Le mot est faible. Il est également l'auteur de nombreux articles dédiés au droit de l'environnement et à l'écologie juridique. Et on est vraiment très heureux ce soir, en cette fin de journée, de l'avoir pour cette dernière conférence de la semaine. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci, Jeanne. Merci beaucoup, Jeanne. Je suis très heureux d'être ici. Je découvre un peu les lieux, assez gigantesques, impressionnants même à certains égards, comme peut l'être l'auditoire d'ailleurs. Alors mon propos sera décomposé en plusieurs séquences, si vous le voulez bien, sachant que le plus intéressant sera sans doute ce qui se passera entre nous à l'issue de mon intervention d'environ 1h15. J'essaierai d'être le plus clair possible. Vous n'hésiterez pas à l'issue de mon intervention à... Vous n'hésiterez pas à l'issue de l'intervention à m'inciter à revenir sur des propos qui auraient pu vous paraître confus pendant la conférence. Au titre d'une introduction très courte, très simple, je m'interrogerai sur la question du positionnement, qui est une question méthodologique ou épistémologique classique. Mais elle est très intéressante dans le cas qui me préoccupe, dans une affaire qui souhaite s'intéresser au passage d'un état à un autre. J'entends par là que mon propos n'est pas un propos de scientifique des sciences dures, mais le propos d'un individu qui, avec plusieurs casquettes, s'interroge sur la possibilité que l'on quitte un certain univers de représentation pour en épouser ou embrasser un autre. Dans la salle, vous êtes exactement comme moi, vous êtes des citoyennes, des citoyens. Vous êtes peut-être des personnes qui aiment prendre l'avion tout en souhaitant pouvoir vivre dans un environnement sain. Vous êtes des personnes équipées d'une liberté d'entreprendre, et je vous la souhaite fructueuse pour la suite. Vous êtes des personnes ayant droit à une information environnementale, des personnes sans doute ou peut-être propriétaires, pas encore, ou toujours de quelque chose en tout cas, des personnes qui vont à pied, à vélo, en voiture, des personnes qui aiment la lenteur ou parfois la vitesse et l'accélération. Et figurez-vous qu'en droit, pour le juriste que je suis, le gros problème, c'est que toutes ces personnes que je viens d'évoquer, de façon tout à fait non exhaustive, ont une caractéristique, c'est qu'elles sont toutes réunies en un seul et même sujet de droit. Individus, entreprises, État, nous avons là des figures, des figurations du sujet de droit qui m'imposent de préciser mon positionnement en tant que je suis un sujet de droit, personne physique, individu. Ce positionnement pourrait être un positionnement militant et ça se justifierait en droit de l'environnement, au moins pour une raison, c'est que c'est un droit de lutte, c'est un droit de combat permanent, j'y reviendrai dans la première partie du propos. Et en tant que c'est un droit de lutte, évidemment c'est un droit qui peut inviter à un certain militantisme ou positionnement, mais on peut aussi présenter la discipline qui m'intéresse autrement, peut-être de manière un peu plus faussement rationnelle ou scientifique, en tentant de confronter les objectifs que la discipline elle-même s'assignerait, ou qui seraient assignés à la discipline, ce qui suppose de savoir ce qu'est le droit de l'environnement, et de confronter donc ces objectifs aux résultats obtenus. Et on s'apercevrait peut-être, on y reviendra, que le chat est maigre. Mais quand je parle des objectifs, c'est là que mon positionnement devient délicat. Il se peut fort bien que je rêve des objectifs,
et qu'en réalité, les intentions du droit de l'environnement ne sont pas forcément celles que je prête à la discipline. Donc, cette question de positionnement, j'insiste, elle est très importante. Qu'est-ce que veut dire se situer dans un espace critique quand on est juriste ou quand on fait partie d'un champ de sciences humaines et sociales, en tentant de substituer à un champ un autre ou à un horizon un nouvel horizon? Je laisse là, évidemment ce propos tout à fait entrouvert et je vous laisse le méditer, y compris pour vous-même. Alors j'évoquais, non pas un malentendu, ou disons à tout le moins une relativité de mon positionnement disciplinaire. Cela renvoie à la question des malentendus et paradoxes du droit de l'environnement. Pour le dire très simplement, et sans doute de façon caricaturale, le droit de l'environnement est un champ disciplinaire qui s'intéresse prioritairement à des opérations de prévention des atteintes à l'environnement. Ou pour le formuler autrement, le droit de l'environnement est un droit de protection, préservation, conservation d'éléments de l'environnement. Et vous avez remarqué qu'à ce stade, je n'ai évidemment certainement pas commis l'impair consistant à définir très très précisément ce qu'on appelle environnement. C'est au minimum un maillage ou une juxtaposition d'éléments sur lesquels on reviendra au fil de nos échanges. Mais un droit de conservation ou de protection, je n'ai pas tout dit, car selon l'angle d'attaque que l'on a sur cette matière, on peut aussi considérer que c'est un droit de réparation, de restauration, lorsque, du fait des activités humaines, un certain nombre de dégradations sont constatables. Donc ce droit se promène sur une palette relativement ouverte, qui va de la prévention la plus pure des atteintes jusqu'à des réparations, dans le détail desquelles on entrera un peu plus tard. Mais quand vous feuilletez le Code de l'environnement, ou tout un tas d'ailleurs d'actes juridiques ayant trait à la protection de l'environnement, vous apercevez que, je ne dirais pas que le ver est dans le fruit dès le début, mais à tout le moins, cette relativité que j'évoque ici, elle se retrouve dans les termes mêmes d'un droit de l'environnement qui ne se préoccupe pas de toutes les atteintes ou de toutes les nuisances qui pourraient être occasionnées au milieu. J'en veux pour preuve le fait qu'assez régulièrement, on lit dans les codes que le droit va surtout se pencher sur les atteintes significatives à l'environnement, les effets notables sur l'environnement, les dommages graves et irréversibles que subirait l'environnement. Ça ne signifie pas que, à l'aide d'une gradation ou d'une sorte de proportionnalisation qu'on pourrait détailler, mais je ne le ferai pas ici, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas grave n'est jamais pris en considération, mais ça signifie quand même que le droit de l'environnement se positionne d'emblée comme un droit qui a pour caractéristique de partir du principe de l'agir humain, des activités humaines, et de réagir de plusieurs façons possibles à cet agir humain, à cette empreinte des activités humaines sur le monde. Alors, puisque je parle de malentendus et de paradoxes, il me semble que le temps est venu de soulever non pas un lièvre, mais une question qui, assez curieusement, n'est pas si fréquemment que cela soulevée par les juristes eux-mêmes. Cette question, elle est relativement simple. Elle a trait à ce qu'on pourrait appeler un horizon chronologique, un tuilage chronologique énigmatique pour ce qui nous concerne. En effet, comme champ disciplinaire, le droit de l'environnement est né essentiellement, alors de façon structurée, architecturée, à partir des années 1970. Je dirais même que l'année 1972 est une grande année, une année fondatrice, tout à fait fondamentale, entre la déclaration de Stockholm, qui est véritablement le début d'un nouveau narratif international sur la protection de l'environnement, mais aussi, et sans doute bien connu de vos services, des rapports comme le rapport Meadows de la même année, ou un peu moins connu, le rapport Nous n'avons qu'une planète de Barbara Ward et René Dubos. Voilà, ce geste inaugural de 1972 va se traduire dans les 20 ans qui vont suivre par la mise en place d'une architecture faite de principes, de sources, évidemment, multi-étagées, avec des sources internationales, européennes, nationales, principes, mais aussi des droits, puisqu'on va voir émerger timidement ceux qu'on appelle, parmi les droits de troisième génération, les droits environnementaux, parmi lesquels on trouve évidemment le droit à un environnement sain, qui est sans doute le plus caractéristique. Mais mon propos n'est pas là. Mon propos, je parlais d'un tuilage chronologique énigmatique et troublant, pour ne pas dire trouble, c'est que, alors même que le droit de l'environnement s'armaturait et s'architecturait comme ensemble disciplinaire, pratiquement dans la foulée, je dirais même chronologiquement presque au même moment,
un certain nombre de phénomènes ont convergé. Alors, je vais faire semblant de faire croire que ces phénomènes convergent à partir d'une sorte de matrice unique. C'est plus compliqué que ça. Surtout qu'il y a des vagues successives. Mais il y a un phénomène qui est peu contestable, c'est que les sociétés occidentales vont être traversées par, je dirais, de nouvelles formes idéologiques qui vont nous diriger vers ce que j'appellerais très prudemment, un néolibéralisme économique. C'est la question des effets de l'école de Chicago, mais pas seulement sur des élections comme celle de Margaret Thatcher, par exemple, ou Ronald Reagan aux États-Unis. Mais ce n'est qu'une partie de l'affaire et de la réflexion, parce qu'en réalité, par vagues successives, on assiste dans le monde entier, dans les années 80-90, à l'approfondissement de ce qu'on pourrait appeler un phénomène de libéralisation des biens et services, des transferts de matières, des systèmes de production. Et finalement, l'une des grandes difficultés auxquelles on va être confronté rapidement, c'est celle qui consiste à voir s'opposer à la fraîcheur d'une matière en voie de naissance ou si je veux dire, de pré-accomplissement, on va s'opposer à elle ce que je n'hésite pas à appeler un tsunami de vents contraires liés à des phénomènes variés de globalisation, de mondialisation, qui se traduisent de manière parfaitement constatable et quantifiable par une efflorescence de ce qu'on pourrait appeler d'agitation matérielle à la surface du globe, avec des problématiques de rapport entre production, extraction, production, déplacement, consommation, distribution, qui sont évidemment des problématiques centrales, et que le droit de l'environnement lui-même avait peut-être vu venir, si je veux le personnifier, en tant qu'il s'était déjà construit sur ce que j'appellerais les premiers problèmes. Mais voici qu'au moment où il se construit, les problèmes s'accélèrent. Je ne dirais pas qu'ils deviennent exponentiels, car mes talents en mathématiques sont beaucoup trop faibles pour que je puisse utiliser cette formule. Mais disons que l'accélération devient tout à fait extraordinaire. Si bien qu'on est confronté, c'est un malentendu, me semble-t-il, à l'équation suivante, où la matière est suffisamment absorbante dès le début pour pouvoir encaisser le choc de mutation qui s'accélère, ou il faut d'une certaine manière qu'elle se refonde, qu'elle se repense. Ce que je vous dis là est relativement connu, évidemment. Bien sûr que je simplifie parce que les chronologies sont plus fines que ce que je décris, même si sur le droit de l'environnement lui-même, on est plutôt au courant de la façon dont les choses se sont passées. Mais j'insiste beaucoup sur ce point qui est peut-être un paradoxe et à tout le moins l'esquisse d'un malentendu sur ce que pouvait apporter ce champ disciplinaire au moment où il est né. D'ailleurs, ce que je vous dis là me semble devoir être relié à un autre point qui est assez central, c'est un point qui, justement, s'emploierait à ne pas seulement examiner les vents contraires qui surgiraient de l'extérieur de ce champ disciplinaire-là, mais qui tenterait plutôt d'examiner de l'intérieur à quel point le ver était peut-être dans le fruit, ou pour le dire autrement, à quel point le droit de l'environnement est peut-être lui-même symptomatique d'un problème d'ensemble. Soulever la dalle des mots, pour reprendre l'expression peut-être connue de vous d'un fameux Georges Perros dans Papier collé. J'aime beaucoup cette expression. Quand on fait des commentaires de texte, on apprend à soulever la dalle des mots, peut-être pour voir ce qui se trame dessous. L'implicite dans le creux des normes. Je ne vais pas, dans mes propos à venir, démolir ou déconstruire de manière radicale la discipline que je suis supposé défendre depuis maintenant 20 ou 25 ans. Pas folle la guêpe quand même, il y a un petit minimum de légitimité et de crédibilité personnelle à conserver. Mais je vais quand même vous donner quelques illustrations ou indications de ce que j'appellerais la problématique, non pas du cheval de Troie, mais effectivement du ver dans le fruit, ver que vous pouvez écrire plutôt sans un T ici évidemment, et bien VER. Ça va être un point nodal de mon intervention. Quand on feuillette un code comme le code de l'environnement, on s'aperçoit qu'il y a dans l'armature que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr, de grands principes. Principes de prévention, principes de précaution, plus récemment des principes comme alors, le principe pollueur-payeur très connu au sein de l'OCDE et qui était un grand principe fondateur du droit de l'environnement, mais aussi principe de non-régression, principe d'utilisation raisonnable des ressources naturelles, de prélèvement raisonnable aussi, etc. On a ces principes. Mais tous semblent traversés par un paradigme qui renvoie en partie à mes propos précédents. Ce paradigme, je parle de paradigme pas dans un sens kuhnien ici, dans un sens peut-être un peu paresseux, on va dire. En tout cas, une notion forte, une notion traversante, qui est la notion de développement durable. Et cette notion, alors donc beaucoup de façon militante et parfois très orientée, considèrent qu'elle est en réalité un oxymore. Moi, je ne vais pas la présenter comme ça. Je vais simplement vous en dire
2 ou 3 choses pour vous éclairer sur le fond de mes propos, de ma pensée. La première chose, c'est la capacité du développement durable à partir des années 80-90 à irriguer très très largement, du point de vue du droit de l'environnement, l'ensemble des politiques publiques. Façon Martine à la plage, Martine au ski, à la montagne, etc. Hein, ville durable, n'est-ce pas, finance durable, droit de l'urbanisme durable, agriculture durable, etc. Le problème est moins l'oxymore qui nous oblige à articuler d'une certaine façon développement et durabilité que la définition stipulative qui avait été retenue en 1987 par le rapport Gro-Harlem-Brundtland que vous connaissez sans doute. Et ce rapport, Brundtland, très très important dans le cadre de l'ONU et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a donné lieu à une déclinaison nationale en France à travers la Charte de l'environnement et le considérant 7 de son préambule. Considérant 7 qui, je vous donne ici une définition qui est archi-classique et connue de vous, insiste sur le fait que les besoins des générations présentes ne doivent pas hypothéquer la possibilité pour les générations futures et les autres peuples, j'insiste beaucoup sur cette double direction, à pouvoir satisfaire les leurs. Eh bien, pour vous donner juste une illustration de la difficulté à laquelle on est confronté avec ce syntagme, en tout cas ce groupe de mots qui traverse l'ensemble des politiques publiques environnementales, jusqu'à aujourd'hui, hein, je reviendrai sur l'obsolescence non programmée de ce vocabulaire. Les rapports du GIEC sont tout aussi généreux avec l'usage du terme aujourd'hui dans la 6e évaluation que dans les premières. Mais j'insiste sur un point. Si la notion de génération future sur laquelle je vais revenir commence à entrer timidement dans l'arc des productions du droit, notamment en jurisprudence, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, si les peuples d'à côté se frayent péniblement un chemin à travers des discours internationaux, je pense en particulier aux peuples autochtones, mais pas seulement, en revanche, il y a une notion centrale qui est l'angle mort absolu du développement durable, c'est la centralité de la notion de besoin. Vous ne pouvez pas, alors, sauf si à l'issue de mon intervention, on peut croiser le fer sur ce sujet, vous ne trouverez pas, à échelle pertinente, un espace délibératif où la question de savoir ce dont nous aurions besoin ou ce qu'il est possible de faire serait vraiment posée. Donc cet angle mort, si vous voulez, qui est véritablement le noyau dur même de ce qu'on appelait le développement durable, il a disparu ou s'est dissous, non pas dans les limbes, mais dans un triptyque qui lui-même relève d'un épais malentendu. Et ce triptyque est très simple. C'est l'idée, même si évidemment je caricature un peu les choses, mais dans la réalité de la jurisprudence que j'examine, c'est bien comme ça que ça se passe. L'idée, c'est qu'en réalité, le développement durable, qui était censé être orienté par la double limite de la possibilité de satisfaire les besoins de celles et ceux qui viendront après et des peuples d'à côté, tout ça a été gentiment relégué aux oubliettes et transformé en 3 piliers principaux, évidemment, qui sont situés du point de vue juridique exactement avec la même échelle de valeur dans ce qu'on appelle classiquement, nous autres juristes, la hiérarchie ou la pyramide des normes. Autrement dit, quand vous lisez l'article 6 de la Charte de l'environnement et non plus seulement le considérant 7 auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, vous apercevez que l'idée est celle d'une conciliation qui en tant que telle est parfaitement audible, évidemment, mais d'une conciliation à partir, si vous voulez, de données qui sont potentiellement incommensurables. Parce que, qu'on le veuille ou non, et sauf quelques kilos de météorites qui nous viennent de l'extérieur chaque année, je parle sous le contrôle évidemment d'éminents spécialistes présents dans la salle, d'une façon générale, tout est déjà là, et l'ensemble de la matière disponible est ici. Donc, une conception de l'économie qui ferait abstraction du fait que la matière vient de ce que nous appelons encore jusqu'à plus ample informer l'environnement, à mon avis, errerait en partie. Et cette logique de conciliation, vous allez comprendre le fond de mon propos, elle a quelque chose à voir avec une petite musique qui est ce que j'appellerais un imaginaire dominant, qui est un imaginaire essentiellement, implicitement en tout cas, croissantiel, un imaginaire, alors développementiste, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas expansionniste, et très séparatiste. Là, je renvoie à des données qui relèvent davantage peut-être de la philosophie, de l'anthropologie que du droit, ou même ça peut relever de l'économie, évidemment. La question, c'est, puisque je faisais allusion tout à l'heure au sujet de droit que sont l'individu, personne physique, l'entreprise et l'État, la question, c'est celle de la compatibilité d'un imaginaire dominant avec le cadre et les interdépendances auxquelles peut renvoyer l'écologie, sur laquelle je m'arrêterai un peu plus tard. Et cet imaginaire, si vous voulez, il est implicite, mais il apparaît en creux dans une petite musique omniprésente dans le droit de l'environnement lui-même, puisque j'évoquais la problématique du cheval de Troie ou du ver dans le fruit. Quelques illustrations toutes simples.
La première, c'est que quand vous feuilletez le code de l'environnement, en termes d'affectivité, c'est relativement calme. Le sentiment mécaniste et d'un grand vide intersidéral domine très très largement dans le code de l'environnement et dans de très nombreuses normes environnementales. Et ce vide mécaniste, il renvoie évidemment à un espace galiléen, on va dire, très, très 17e siècle, mais qui s'est approfondi depuis. Mais surtout, il y a toute une petite musique avec des mots omniprésents comme ressources naturelles, comme exploitation des ressources naturelles. Alors moi, j'ai toujours tendance à me dire que depuis que les paysans sont devenus des exploitants agricoles, il doit bien y avoir des exploités quelque part, mais je n'ai pas encore pu les identifier correctement. La notion de stock, les quotas, une approche assez quantitativiste, si vous voulez, très très présente, qui bientôt glisse insensiblement vers la notion de capital naturel. Je ne dis pas ici, je ne suis pas orwellien au dernier degré, hein, je ne dis pas qu'il faut toujours soulever les phénomènes de double pensée ou évidemment déconstruire le sens premier des mots, mais je pense que ces mots nous racontent sans doute quelque chose. Nous racontent quelque chose que l'on peut brancher sur des aspects plus techniques du droit de l'environnement, comme une des séquences qui, à mon avis, illustre le mieux le sens de mon propos. Cette séquence, bien connue techniquement des environnementalistes, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC. Éviter, réduire, compenser, que peut-être dans vos métiers futurs, vous rencontrerez abondamment. Cette séquence part du principe selon lequel, prioritairement, il s'agit d'éviter les effets nocifs sur l'environnement. Si on ne peut pas les éviter, on les réduit, et si on ne peut pas les réduire, on compense. Et l'examen minutieux, auquel je ne vais pas me livrer avec vous, parce qu'il serait un peu technique et trop long, de la jurisprudence, lorsqu'elle est aux prises avec cette question de la séquence ERC, nous montre bien comme un malaise, parce que le grand principe fondateur, qui est le principe de protection reposant sur la prévention, est assez souvent relégué à son tour, c'est-à-dire mis sur le côté, ce qu'on peut appeler la logique de l'évitement, tout simplement parce que l'utilité de tel ou tel projet, public, privé, mélange des deux, n'étant pas véritablement en situation de pouvoir être interrogée, eh bien, très très souvent, dans un nombre incalculable de projets que je ne vais pas détailler ici, et vous allez me trouver bien sûr quelques exceptions qui confirmeront la règle que je suis en train d'évoquer, l'évitement est considéré comme impossible parce que les termes du débat sont potentiellement en partie biaisés d'emblée. La réduction des nuisances pose des problèmes de changement d'échelle sur lesquels je reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que l'amoncellement de petites nuisances peut créer des problèmes beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait imaginer au début. C'est la question du point de départ individualiste ou par projet qui est ici au centre de gravité. Et le dernier point, c'est la compensation. Et la compensation, c'est à ça que je voulais arriver avec vous, c'est que la notion de compensation est une notion qui repose à son tour sur un imaginaire que je qualifierais volontiers d'imaginaire fongible. C'est-à-dire un imaginaire, pardonnez-moi de le dire, un peu orsolisé, qui évidemment travaille par un système d'équivalence, qui est un système auquel généralement les données écologiques et écosystémiques sont relativement rétives ou rebelles. Et ce système d'équivalence est, à mon avis, alors on pourrait utiliser un schéma reposant sur l'histoire même de la monnaie, par exemple, hein, ou l'histoire des systèmes d'équivalence. Ce que Léo Strauss appelait, à propos de la découverte de l'or dans le passage sur la propriété chez John Locke, il disait c'est le convertisseur symbolique absolu. Et cette question de la conversion, cette question de la compensation, les unités de compensation, qu'elles soient d'ailleurs carbone ou écologiques ou biologiques, tout ce système qui se met en place, il ne s'agit pas de lui adresser une critique ex ante, ou en tout cas une critique a priori. Et il s'agit de se demander finalement de quelle façon concrètement la compensation, quand elle est écologique et réputée intégrante, est pensée. Alors, il y a en la matière, même du côté des économistes, du côté des écologues évidemment, un peu du côté des juristes. Je pense à de beaux travaux de Marc Lucas par exemple, sa thèse de doctorat qui est très belle, ou à un très bel article de Marie-Pierre Campoux-Dufresne sur ces questions-là. Voilà, dans beaucoup de disciplines, on s'interroge aujourd'hui. Voilà, je dis bien on s'interroge. On se demande si la compensation n'est pas une sorte de nouvelle figure d'un imaginaire développementiste qui, reposant sur la fongibilité et le système d'équivalence, se permettrait de ne pas poser un certain nombre de questions de fond. Voilà, mesdames et messieurs, à ce stade, ce que je voulais vous dire, mais je pourrais franchement continuer très longtemps sur le terrain de l'implicite dans le creux des normes, sans doute avec des biais dans mon raisonnement ou dans mon approche, mais après avoir lu, j'espère que vous me faites confiance ici, un certain nombre de textes, les avoir un peu étudiés en la matière.
Bien sûr, ce que je dis là n'est pas incompatible avec l'émergence, y compris dans le cœur même du droit de l'environnement, de notions à leur tour très fécondes, très intéressantes, à condition évidemment qu'elles soient immergées dans un système compatible avec ce qu'elles disent, ces notions-là. Je pense à l'économie circulaire, par exemple. L'économie circulaire dont vous entendez beaucoup parler et qui a cet effet de séduction sur nous, qu'elle nous invite d'une certaine façon à quitter, vous le savez, un mode linéaire, une approche linéaire du développement qui consisterait à prélever, consommer, jeter, au profit d'une approche dont la circularité pourrait être potentiellement féconde, évidemment, mais si, une fois encore, elle se développe dans un système dans le cadre duquel on pense les besoins de façon politique, et j'entends par politique quelque chose sur quoi je vais revenir dans quelques minutes. Parce que l'économie circulaire à progression constante, si vous voulez, c'est l'empreinte, on ne règle pas la question de l'empreinte aussi simplement que ça. Et mon propos n'est pas à ce stade forcément décroissentiel, c'est un propos évidemment interrogatif. Alors, généralement, quand il m'a été donné de proposer quelques conférences ou des articles ici ou là sur les questions d'environnement, on m'a fait le reproche, et à juste titre, hein, de beaucoup travailler sur la déconstruction, ou en tout cas d'être relativement sombre dans le tableau brossé, et de ne pas prendre appui sur ce qu'on pourrait appeler des tentatives de refondation. Oui, il est souvent beaucoup plus confortable, et parfois, non sans un certain cynisme, de détruire, plutôt que de tenter de reconstruire. Mais il me semble très important, et je n'ai pas fait le tour de la question, vous l'imaginez bien, de procéder d'abord à un diagnostic approfondi quand on s'intéresse à un sujet comme le nôtre, pour que les remédiations qu'on va suggérer après soient relativement pertinentes. C'est ce qui fait d'ailleurs que, quand je pense à un vocabulaire qui s'est substitué progressivement au vocabulaire du développement durable, ou en tout cas qui vient flirter avec lui autour de la notion de transition. Voilà. Le vocabulaire de la transition, et c'est très intéressant pour vous, qui êtes, enfin pour une partie de celles et ceux qui sont ici dans la salle, autour des problématiques climatiques, c'est que vous voyez très bien que la transition, quand on lit un certain nombre de textes, elle est déclinée, c'est un peu comme Martine à la plage tout à l'heure, hein, elle est déclinée de 1000 façons, mais avec souvent ce qu'on peut appeler un effet de brouillard tout à fait considérable. Elle est tantôt climatique, tantôt énergétique, tantôt écologique, alors qu'on ne parle pas du tout de la même chose, évidemment. Et surtout, on assiste assez régulièrement à une confusion que je considère personnellement, là comme citoyen, comme assez regrettable, entre une transition des moyens et une transition des fins. Autour notamment de ce qu'on peut appeler la tentation du solutionnisme technologique, mais pas seulement. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que la transition n'est pas un horizon possible, mais il s'agit de savoir en fait pour aller où. C'est pas seulement pour faire comment, c'est pas comment y aller, mais le sujet qui est un sujet hautement politique, dans un sens sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est le sujet de savoir où on va. Alors, à quelle échelle décide-t-on de l'endroit où nous décidons d'aller? Même quand on parle de transition juste, et bien sûr qu'il y a des correctifs extrêmement nombreux et passionnants autour de la transition qui n'apparaît pas brute de fonderie comme ça dans le décor. Elle est souvent déclinée subtilement. Mais je crois que quand on entend certains personnages politiques s'emparer de la question, les bras nous en tombent. Je pense au discours sur la planification écologique du président de la République du 25 septembre 2023. Il était question de planification plus que de transition, mais la transition est rapidement devenue énergétique alors que la planification était écologique dans l'intitulé du discours, évidemment. Et là, très rapidement, on a affaire, dès les premières lignes du discours, à des notions comme souveraineté écologique ou comme, je vais le dire en français dans le texte, hein, comme écologie à la française. Et là, vous me permettrez juste de penser, il n'y a aucune attaque personnelle, mais je parlais d'énigme tout à l'heure, là pour moi, je vous le dis très franchement, c'est incompréhensible. Je ne vois même pas de quoi on parle quand on utilise ce vocabulaire-là. Je suis vraiment désolé de le dire. Ça ne signifie pas que les 26 minutes d'un discours prononcé le 25 septembre 2023 sont évidemment critiquables, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais il y a quelques phrases qui sont des sortes d'exfiltrations ou des saillies voilà, qui nécessiteraient, à mon avis, de très longs débats et de très longs développements. Alors, vous me direz que c'est une question de positionnement. J'ai le mien ici. Le président, je respecte cela évidemment, avait le sien dans le contexte assez particulier de septembre 2023, j'entends bien. Mais j'insiste beaucoup sur ce point. Hein. On arrive à un vocabulaire dont le contenu des mots est utilisé jusqu'à la corde, d'une certaine manière, et d'où d'ailleurs des réflexions surtout dans des médias alternatifs ou chez des auteurs, autrices de doctrines qui
propose quelque chose d'un peu différent. La transition est souvent évacuée de façon critique au profit de notions comme, dont vous avez entendu parler, je pense à Ziegler et d'autres, comme bifurcation par exemple, ça peut être refondation, transformation. Alors révolution, moi je suis un tout petit peu plus sceptique parce qu'il me semble, mais je parle sous contrôle, qu'une révolution nous ferait revenir à l'endroit d'où on était parti. Mais vous voyez, il y a tout un vocabulaire qui, à mon avis, traduit une efflorescence de pensée, de réflexion intéressante, critique, venue du dehors. Et je sais bien qu'on ne confondra pas le mot et la chose, ou le signifiant et le signifié, mais il me semble que ces éléments sont, je pense en tout cas, importants. En 3 temps préterminaux, je voudrais évoquer avec vous maintenant une très timide et très modeste logique de reconstruction. Logique de reconstruction qui procède d'une intuition, ou peut-être même, je le reconnais, je le confesse, d'une intention, qui est celle d'essayer de voir jusqu'où, et si oui, comment, le droit, les systèmes juridiques pourraient être un outillage pertinent pour passer d'une vision critique du droit de l'environnement à une tentative, évidemment à penser beaucoup plus profondément que ce que je vais faire ici, de fondation d'une écologie juridique. Alors je pourrais parler d'un droit écologique, les anglo-saxons ont produit une littérature très considérable sur ce sujet-là. Moi je me contenterai de la notion d'écologie juridique, peut-être parce que les arcanes du droit me sont un peu connus et que je suis très soupçonneux à l'endroit des conditions de la fabrique du droit et que je préfère partir de l'écologie pour tenter d'arrimer le droit, mais finalement dans le couplage des termes, je pense que de très nombreuses options sont envisageables et possibles. Mais en tant que juriste, ce qui me marque le plus, c'est peut-être l'idée qu'on apprend aux étudiants dès la première année, selon laquelle le droit, on résout beaucoup de questions en droit en tentant d'articuler de manière diverse les logiques de valeur, les logiques d'action et les logiques d'acteurs, et les logiques d'action ou de procédure. On l'apprend en droit administratif aux étudiants dès la 2e année, en général, quand on est publiciste. Quoi, qui et comment. On ne fait pas le tour de toutes les questions avec ça, mais selon la manière dont on articule ces 3 termes, je vous promets qu'on peut avancer dans de très très nombreuses directions, même si c'est évidemment d'une extrême complexité à élaborer. Alors la première chose qui me vient, c'est celle de savoir s'il est possible par le droit, et si oui, jusqu'où, sur la manière on verra et par qui, on verra ça après, de suggérer, avec beaucoup de prudence évidemment, un renversement juridique des valeurs. Je ne parle pas ici d'une mutation de l'imaginaire qui préside à l'élaboration des normes, car ça, je ne suis pas certain que le droit puisse y participer totalement. Encore que la dimension performative du vocabulaire qu'on utilise puisse nous donner quelques espoirs ici. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a dans le droit, surtout lorsqu'il est équipé en droit de l'environnement par des connaissances scientifiques qui sont l'allié très précieux du droit, il y a sans doute la possibilité de proposer, au moins d'un point de vue théorique, comme un horizon en tout cas, une inversion explicite, assumée, qui consisterait, et on commence à en voir quelques manifestations, à dire que des libertés ou droits, comme le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, comme la liberté d'aller et venir, doivent être évidemment dans un schéma libéral consenti, tout à fait gardés dans leurs principes. Mais en revanche, bien évidemment, l'époque libérale où ces principes, où ces droits ont été formulés est absolument révolue. Et vous êtes largement aussi bien placé que moi pour savoir que depuis les grands moments libéraux des XVIIe, XVIIIe siècles, les mutations démographiques, technologiques, sociétales ont été telles qu'il ne me paraît pas incongru ou hors de propos de proposer un inventaire, un bilan, non pas en renonçant à ces droits et libertés porteurs d'une empreinte physique sur le monde, mais disons en considérant que par-delà les principes, la mise en œuvre concrète, avec les effets concrets sur le monde que cette mise en œuvre implique, peut être interrogée, et notamment à la lumière d'éléments que les scientifiques, que beaucoup, vous êtes dans la salle, nous aident à comprendre. Ce n'est pas du tout un hasard si commence à se frayer un chemin, je pense à 2 ouvrages, et je pense même au Code de l'environnement, à l'article L110 du Code de l'environnement français, et à un certain nombre de constitutions dans le monde, des notions comme les limites planétaires ou la capacité de charge, qui sont des notions en partie évidemment critiquées, et c'est très bien, si ce sont des notions scientifiques, il est très très bon qu'elles soient critiquées et qu'on tente d'en consolider les fondations. Mais ces notions commencent à créer un bruit de fond dans les systèmes juridiques,
L'idée de limite planétaire, évidemment, je ne rentre pas dans le détail, vous en connaissez beaucoup plus que moi sur cette question-là, mais depuis que Rockström et Ali, à Stockholm en 2009, ont élaboré cette modélisation-là, beaucoup de choses ont été écrites, y compris par des juristes. Et ce que je trouve relativement intéressant, c'est que c'est une façon quand même de s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler le théorème de la cour d'école, c'est-à-dire ou du vaisseau. À partir du moment où nous sommes dans un monde fini, le rapport Meadows l'avait bien dit, il n'est pas invraisemblable de demander au droit, qui s'occupe essentiellement d'habilitation, de conditions, d'interdictions, d'obligations, de prendre sa part, de prendre en partie en charge ce qu'on pourrait appeler la traduction dans les systèmes juridiques de ce que les scientifiques nous portent du dehors ici. Mais peut-être que les limites planétaires, la capacité de charge, ne serait que la déclinaison à partir d'un discours scientifique de ce que le droit connaît de toute éternité autour de ses fonctions anthropologiques de base. La question de l'interdit, de la limite, est en réalité, depuis la mythologie grecque jusqu'à nos jours, de plein de manières au cœur. C'est une anthropologie fondatrice au cœur du droit. La question du tiers, pour le juriste, de celui qui apporte la limite, étant une question, me semble-t-il, tout à fait considérable. Alors ici, la grande difficulté, c'est qu'évidemment, céder à des injonctions planétaires serait s'en remettre à, pardon pour le vocabulaire, mais à une hétéronomie relativement problématique. Parce qu'il faudrait bien sûr transiter par ce que les scientifiques nous disent. Et là, nous allons voir dans un instant que ça nous obligerait à quitter le champ politique d'une façon relativement peu confortable. J'entends par champ politique le champ d'une délibération et d'un choix assumé entre nous, à des échelles de communautés politiques qu'il s'agit évidemment de déterminer selon les sujets. Vous voyez, ces notions-là, limite planétaire, capacité de charge, une musique qui vient du dehors, plutôt des sciences, et qui, du point de vue de l'aide à la décision, pourrait constituer, ça commence à être le cas d'ailleurs dans les systèmes juridiques, une clé d'entrée pour repenser juridiquement, anthropologiquement la limite. Bien sûr, dans un cadre qui, s'il est écologique, comporte au moins 2 entrées, au minimum, je l'ai réduit ici comme juriste, les limites elles-mêmes, c'est-à-dire ce que j'appellerais le cadre, et puis les interdépendances dont le droit s'occupe de toute façon très très abondamment habituellement. Interdépendances qui cette fois-ci seraient des interdépendances triangulaires, c'est-à-dire les humains entre eux et les humains avec évidemment ce qu'ils ont façonné depuis très très longtemps et ce qui rétroagit en permanence sur le droit. Vous voyez ce qui se passe à Sainte-Soline par exemple il y a quelque temps, c'est exactement le sujet. Hein. Le sujet c'est comment face à une ressource qui se raréfie, la communauté réagit. Voilà, et je vais parler d'une limite ici, même s'il y a la même quantité d'eau à la surface du globe aujourd'hui, à peu près, qu'il y a des millions d'années. Mais vous voyez à peu près autour d'une ressource disponible, comment le droit réagit, où se met la limite, qui sont les acteurs qui décident. Et là, vous voyez que la question, elle est intrinsèquement politique, c'est-à-dire que ce n'est pas une question qui s'objective par l'environnement lui-même ou par la science. C'est tout autre chose. C'est la question d'un choix, de l'espace de délibération qu'on choisit de retenir. Mais au-delà de la notion de limite, de la notion de capacité de charge, qui évidemment, j'en conviens, bouscule considérablement une certaine conception confortable des droits et libertés d'une part, mais aussi un modèle dominant de production en économie. Ça, il faut pas le nier, ça interroge beaucoup cela, et donc je n'ai pas de réponse toute faite, c'est simplement une interrogation que je vous soumets ici. Il y a tout un tas d'éléments d'un arsenal juridique, de l'outillage qui existe depuis très longtemps, et qui s'étaient un peu comme évaporés, mais qui reviennent, dont certains remontent au droit romain, d'autres à une époque libérale, je dirais même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Peut-être que des notions comme les communs ou les biens communs, qui commencent évidemment à s'articuler, mais avec des vents contraires très puissants en face, je ne vous l'apprends pas, sont d'une certaine manière une autre clé d'entrée pour l'environnementalisation juridique des questions qu'on se pose ici. Les communs, les biens communs, énormément de travaux évidemment, et les communs, les biens communs, c'est à la fois je pense, une donnée relativement récente dans la manière qu'on a eu de la raviver, mais c'est une notion qui repose sur évidemment des strates extrêmement anciennes, y compris occidentales, sur lesquelles on pourrait revenir, mais ce n'est pas le sujet ici. Les communs, les biens communs, mais aussi autour des droits humains et d'une approche éthique des considérations environnementales, je pense en particulier à la dignité de la personne humaine, qui, en lien avec la satisfaction des besoins primaires, par exemple, devient une notion qui, peu à peu, non pas se verdit, mais en tout cas peut s'environnementaliser, que ce soit très timidement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi dans un certain nombre de narratifs internationaux, pas forcément d'ailleurs de droit au sens strict, mais qu'on voit se multiplier ici et là. Que la dignité de la personne humaine puisse servir à justifier un droit à l'eau,
c'est-à-dire le droit d'avoir 50 litres d'eau par jour et par personne à moins de 200 mètres à pied de chez soi, ça ne semble pas complètement délirant, hein, mais je ne sais pas, je pense sur votre contrôle évidemment, mais ça me semble parfaitement audible. Donc vous voyez ces notions, dignité de la personne humaine, les communs, mais je pourrais aussi, comme publiciste, vous donner de très nombreuses déclinaisons de l'intérêt général, de la notion d'intérêt supérieur de la nation, d'utilité publique, sans bien sûr que je puisse a priori en remplir le contenu par des éléments environnementaux. Tout cela se discute, se délibère. Mais je voulais en tout cas vous expliquer par là même que la possibilité d'un renversement, elle n'est pas, du point de vue de l'outillage juridique aidé de l'extérieur, quelque chose d'inenvisageable en tant que tel. Ça peut se théoriser. Évidemment, je vous dirai à la fin tous les doutes qui peuvent être les miens. Je vais vous dire ça dans très peu de temps, vous allez voir. Renversement juridique des valeurs, c'est un point central avec, évidemment, quand je parle des droits et libertés qu'il faudrait peut-être reconfigurer, hiérarchiser, accepter peut-être de considérer que le droit de vivre dans un environnement sain est, même s'il est plus récent générationnellement que le droit de propriété, doit être mis en balance avec lui d'une façon particulière. La Cour de Strasbourg, à laquelle j'ai fait allusion, dans 2 arrêts intéressants, de 2006 et 2007, un arrêt Giacomelli contre Italie et Hammer contre Belgique, avait utilisé, au paragraphe 79 de mémoire, une formulation assez troublante qui nous permettait justement de rééchelonner un peu les choses et de dire que le droit de propriété, les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ils n'ont pas vocation à avoir la primauté sur des questions d'environnement, notamment lorsque les États ont légiféré sur ces sujets-là. Le fait qu'on renonce dans ces jurisprudences de la Cour, qui n'ont pas forcément une descendance extraordinaire, que l'on renonce à considérer a priori que le droit de propriété, qui d'ailleurs est dans l'histoire relativement situé, il y a tellement de façons, les anthropologues présents dans la salle le savent, de penser la non-propriété d'ailleurs, qu'il faut bien remettre ça en perspective historiquement. Mais cette façon de dire que le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, n'ont pas a priori vocation à être systématiquement en situation de primauté par rapport au reste, ou par rapport aux questions d'environnement, c'est une entrée, je dirais pas fracassante, mais relativement intéressante en jurisprudence autour de nos questions ici. Bien évidemment, quand je vous parle de ça, j'ai une conscience semi-aiguë de la tragédie dans laquelle nous ferait entrer une délibération autour de ces questions d'hiérarchisation, de limites, dont je vous ai parlé depuis quelque temps. C'est ce que j'appelle assez vulgairement la tragédie du curseur, qui n'est pas sans lien avec le paradoxe sorite, en vertu duquel il faut toujours qu'on se demande à partir de combien de cheveux on est plus chauve, ou à partir de quand un problème est significatif pour l'environnement, ou à partir de quand votre usage du droit de propriété est excessif, ou votre liberté d'entreprendre extrême. Et là, vous imaginez bien qu'on rentre absolument dans le champ politique très sensible du positionnement du curseur. Je n'ai absolument pas à me prononcer ici, mais sinon pour vous dire que cet élément-là est intrinsèquement lié aux 2 autres éléments qui suivent et dont je voudrais vous dire quelques mots si vous le voulez bien. Je sais que ça viendra après, mais est-ce que pour l'instant je suis à peu près audible? Là, je ne parle pas tellement acoustiquement, mais je parle plus du fond du propos. D'accord. D'accord. N'hésitez pas à garder vos questions et vos remarques acides pour la fin de mon intervention. Non, j'ai expliqué la dynamique relationnelle entre les normes substantielles, le fond des valeurs d'une certaine manière, mais aussi les logiques d'acteurs, de légitimité, et les logiques de fabrique procédurale d'une norme. Tout ça se combine d'une façon exceptionnellement complexe, on le devine, il y a des échelles insoupçonnables. Mais je voudrais faire un tout petit arrêt sur image à propos des logiques d'acteurs, en évoquant peut-être 2 ou 3 figures de ces acteurs qui nous montrent la complexité du problème. Premier problème, la question de la représentation, dans l'hypothèse où, par improbable, nous souhaiterions rester en démocratie. Je considère pour ma part que l'entrée dans la question écologique serait peut-être une opportunité inouïe pour enfin un jour être pleinement et profondément en démocratie. Mais ça, c'est un sujet que je laisse à votre appréciation pour les questions et les échanges après. Non, beaucoup plus sérieusement, l'idée que l'on entend parfois, que les espaces des démocraties représentatives seraient les espaces naturellement évidents pour accueillir le problème environnemental ou écologique, est une idée qu'il faut évidemment déconstruire de toute urgence, et pas du tout pour se déclarer non-démocrate ou illibéral, vous imaginez que ce n'est pas mon propos, mais pour qu'on comprenne bien qu'en prenant du recul et en dézoomant légèrement, on s'aperçoit que l'histoire même des démocraties représentatives a quelque chose à voir avec le problème dont elles prétendent se préoccuper aujourd'hui. Elles n'en ont pas le monopole, mais je suis au regret de vous dire que l'histoire de la révolution thermo-industrielle, c'est aussi l'histoire
de révolutions qui, en Europe et dans un certain nombre de pays occidentaux, ont conduit à reformuler les espaces démocratiques à travers une certaine conception de la représentation. Alors là, je ne vais pas vous proposer une approche critique de la Révolution française ou de la Révolution américaine, évidemment, enfin des révolutions anglaises ou de la Constitution américaine, mais c'est très important que, sans forcer le trait, on comprenne que ça n'est pas l'histoire des démocraties face à un problème qui leur serait hétérogène ou extérieur. Non, non, c'est l'histoire d'un couple obscur, complexe. Une fois encore, les démocraties n'ont pas le monopole de ce que je vous raconte ici, mais d'un couplage très complexe qu'il faut apprendre à détricoter, bien évidemment. Et l'histoire des droits et libertés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi une histoire qui a partie liée avec l'histoire des révolutions énergétiques, par exemple. Donc, je crois qu'il est très très important qu'on ne parte pas du principe un peu naïf selon lequel l'espace classique et inchangé des démocraties représentatives serait l'espace d'accueil, le territoire d'accueil naturel et sans doute évidemment dès après-demain de résolution des problèmes qui nous sont posés. Non, non, il y a quelque chose de complexe à cet endroit-là, évidemment. Une grande complexité très intéressante. Puisque je parle de logique représentative, il se trouve qu'au titre des tentatives de refondation, je suggérerais volontiers plusieurs axes, parce qu'il me semble que si les démocraties représentatives veulent, et je ne suis même pas certain que l'échelle nationale soit la plus pertinente, on pourra y revenir dans nos échanges, veulent survivre à elles-mêmes, en tout cas se refonder, il faut qu'elles le fassent en intégrant un espace-temps écologique évidemment multidimensionnel. Mais je vais vous donner une ou deux toutes petites illustrations des problèmes qui se posent à nous et qu'on commence à tenter de résoudre institutionnellement. Par exemple, en ce qui concerne la temporalité, Pierre Rosanvallon, il n'est pas le seul, a souligné, je pense aussi à Dominique Bourg ou Kerry Whiteside, ont beaucoup souligné que le propre des démocraties, ce n'était pas nécessairement le souci du temps long. Pour des raisons évidemment institutionnelles, organisationnelles, la brièveté des mandats électoraux, la professionnalisation de la politique, le système socio-politique de la représentation lui-même. Donc cette dimension du temps long, elle a suggéré à quelqu'un comme Dominique Bourg la création, la transformation du Conseil économique, social et environnemental en une chambre du futur, dont la composition reste à son tour mystérieuse, évidemment, parce que la question de sa légitimité se pose. Mais vous voyez, il faut imaginer qu'il faut maintenant faire entrer dans la représentation, plus que la tyrannie du temps présent, largement communicationnelle d'ailleurs, ou très communiquée, quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on peut se débarrasser de cette tyrannie de l'instant, mais cette projection qui nous propulse à la fois entre urgence extrême et temps long, est quelque chose que les démocraties représentatives doivent institutionnaliser d'une certaine façon. J'ignore évidemment profondément le détail de tout cela, c'est une chose à inventer. Là, je parle de temps, temporalité, entre extrême urgence et temps long. Mais la question même des espaces des démocraties représentatives est profondément interrogée et doit être renouvelée. D'abord, l'approche statocentrique, c'est-à-dire l'approche par l'État-nation, reposant sur une constitution avec ses frontières, etc. Évidemment, elle est extrêmement mal perçue par les continuums écologiques d'une manière générale. Et je pense à deux clés d'entrée intéressantes sur cet espace dont je vous parle ici. La première, je l'emprunte à Robin Eckersley, qui est cette magnifique politiste australienne de mémoire, qui a écrit Ecological Democracy, et elle évoque de manière extrêmement séduisante la question d'une refondation de l'espace représentatif à travers ce qu'elle appelle la démocratie désaffectée. Alors, pas désaffectée en un seul mot, ça je pense que ça fait un petit moment que ça existe, mais la démocratie des personnes affectées ou des victimes. Je vous donne un exemple très trivial, extrêmement concret. Je pense qu'il n'est pas absurde de considérer que quand on a mis en place la centrale de Fessenheim, finalement que les Bretons, compte tenu des vents dominants, soient considérés comme légitimes dans l'espace national de délibération, alors que les Suisses, les Allemands ou les Italiens n'étaient pas, pose évidemment une question. Et en réalité, vous pouvez trouver un nombre incalculable de lois qui débordent systématiquement dans leur supposition ou implication la légitimité de la représentation nationale conçue à l'ancienne. Et on le sait parce qu'en réalité, la virtualisation du monde, de cette virtualisation, les lois s'emparent à travers, ce que j'évoquais tout à l'heure, des systèmes d'échange qui font que vous bénéficiez au niveau national d'un certain nombre de bienfaits ou d'aménités auxquels correspondent des externalités négatives qui se passent ailleurs. Et là, donc, vous imaginez le défi colossal que dans une approche utopique peut représenter la convocation de ces invisibles-là, que sont toujours ceux d'après ou ceux d'à côté, finalement,
et qui sont assez mal perçus par le système lui-même. Je ne dis pas complètement inaperçus ou rendus invisibles, mais souvent perçus de manière trop confuse, évidemment, et un peu vaporeuse. Alors, il y a Robin Eckersley, et puis il y a bien sûr, au-delà même de l'espace représentatif de la démocratie classique, il y a aussi une question qui est très taraudante du côté des juristes en ce moment, qui est la question de la personnification de la nature, qui est évidemment une extraordinaire tentative de réflexion juridique qui se promène entre renouvellement et tradition, parce qu'en réalité, on roule aussi en partie sur des éléments que le droit romain connaissait relativement. Mais cette question de la personnification de la nature, je vous en dis deux mots parce qu'elle est extrêmement débattue en ce moment, à partir d'éléments de la nature, qui sont d'ailleurs pas toujours des éléments vivants en tant que tels, la question de l'éthique animale étant une question complémentaire ici, mais ce sont par exemple les montagnes, les fleuves, les forêts sacrées, et jusqu'à ce que Mar Menor, la fameuse lagune espagnole, que le Sénat espagnol a reconnue dans une forme de personnalité en septembre 2022, apparaisse en Europe, la question semblait un peu exotique, parce qu'elle était surtout traitée, évidemment, soit dans la sphère latino-américaine, soit en Inde, soit en Nouvelle-Zélande. Je ne rentrerai pas dans le détail des fleuves, par exemple, qui ont fait l'objet de ce travail de personnification, qui est un travail obscur, complexe d'ailleurs, et peut-être moins univoque que ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'il ne s'agit pas forcément de reconnaître le fleuve lui-même, mais plutôt ce qu'on appellera aussi des communautés d'intérêt autour d'un milieu vivant ou d'un milieu mobile. Et tout ça est évidemment absolument passionnant pour les juristes qui ont tendance à raisonner avec des visions binaires et fixistes, des catégories un peu figées. Tout ça est évidemment absolument passionnant. Je vous le dis parce que ce dont je vous parle là est l'objet de débats assez tendus. Ça fait partie, sur le plan doctrinal, des choses tendues ces dernières années. Il y a les turiféraires et les contempteurs de cette notion de personnification de la nature. Voilà. Mon point de vue personnel n'est pas arrêté. J'essaie de lire sur ces sujets. Je trouve ça passionnant. Mais ça suppose aussi qu'on sorte juridiquement de logiques un peu binaires et fixistes, justement. Donc tout ça me semble passionnant. Vous voyez, mais c'est encore une façon de représenter l'invisible. Hein, Bruno Latour, quand il parlait du Parlement des choses dès 2003, il en a beaucoup parlé après, évoquait aussi ça. Cette question de savoir comment on donne la parole à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Hein, toute la problématique du vivant non humain ou du substrat du vivant non humain est une problématique extrêmement vive en ce moment dans les facultés de droit. Vous voyez, là, c'est l'espace-temps des démocraties. Et je voudrais juste en deux mots, je crois qu'il me reste encore un petit peu de temps, vous dire quand même quelque chose de trois figures qui, dans les espaces démocratiques actuels, me semblent pouvoir être évoquées. Elles sont non pas aux marges ou à la marge de ce que je viens de dire ici, elles sont en partie dans les institutions, mais voilà, elles les affectent et elles entretiennent avec elles des relations obscures, dynamiques et complexes. La première mention que je voudrais faire, c'est celle des scientifiques. Et je sais qu'il y a non seulement peut-être des médecins dans la salle, mais aussi des scientifiques. Alors scientifique, je ne sais pas ce que ça veut dire au juste, hein, quand on fait de l'épistémologie, on ne sait plus toujours trop où commence le scientifique et où il s'arrête. Je ne sais pas s'il y a des sciences dures et des sciences molles ou humaines et sociales, mais ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'il y a, me semble-t-il, pour nos démocraties, un énorme enjeu, qui est celui de l'identification et peut-être de l'assignation précise d'une place aux sciences dures dans le nouvel échafaudage normatif en cours. Je m'explique en deux mots. Qu'on ait besoin des sciences, et en particulier des sciences dures, pour penser les problèmes environnementaux me paraît à peu près incontestable. Et d'ailleurs, je ne me verrais pas, à la tête d'une politique publique ou comme juriste, commencer à proposer des remédiations sans un diagnostic très précis, d'abord élément par élément, et puis beaucoup plus complexe à réaliser, un diagnostic systémique. Et vous savez qu'en matière de climat, par exemple, c'est une donnée évidemment extrêmement contraignante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si nous avons besoin des sciences, et en particulier dures, à tous les étages de la fabrique du droit, ça peut être dans des grands compendiums, dans des grandes assemblées internationales. Inutile de rentrer dans le détail de ce que fait le GIEC ici, évidemment, je vais peut-être en dire un ou deux mots après, mais bien sûr que ce sont des espaces macroscopiques absolument considérables, fondamentaux, qui travaillent à des échelles systémiques, mais on a aussi besoin d'experts et de scientifiques pour analyser les liens de causalité sur la pollution d'un cours d'eau, sur la pollution d'un sol, sur l'érosion de la biodiversité. Et donc, si vous voulez, en réalité, du point de vue de ce qu'on appellera l'aide à la décision, les sciences me paraissent être d'une utilité plus que considérable, vraiment absolument indispensable. Il n'y a pas de sujet, je pense, à ce propos. Là où les choses deviennent peut-être plus complexes, c'est lorsque
les relations entre le champ politique et le champ scientifique se troublent, au point parfois que l'on puisse céder aux tentations de ce que j'appellerais ici une épistocratie, c'est-à-dire une sorte de gouvernement par l'expertise, de gouvernance par l'expertise, qui évidemment ne résoudrait jamais des problèmes auxquels les scientifiques ne peuvent pas avoir accès en tant que tels. C'est que si leur science est une science des constats, en revanche, la décision à prendre relève de ce qu'on appelle, comme juristes, nous autres, le devoir-être. Et le passage du constat à la prescription nous interdit presque ontologiquement de confier les clés du camion à des scientifiques en général et plus encore à une science en particulier, alors que de toute façon les politiques publiques elles-mêmes doivent s'inscrire, vous l'imaginez bien, dans des approches globales, dans des logiques de conciliation évidemment, d'intérêt, de valeurs, qui n'interdisent pas de solliciter les scientifiques, mais seulement comme une aide à la décision, comme un éclairage, et certainement pas comme autorité décisionnaire ultime, si vous voyez ce que je veux dire ici. Quand le GIEC, qui n'est pas, je le rappelle, un organe scientifique, mais c'est un organe intergouvernemental dont les travaux, évidemment, et ce n'est pas Valérie Masson-Delmotte qui a dû vous dire le contraire lundi, dont les travaux sont extraordinairement alimentés par des données scientifiques, je pense notamment au groupe 1, mais les deux autres aussi. Mais ce qu'il faut que nous comprenions ici, c'est que, vous voyez, si on vous dit que la neutralité carbone est ce qu'il faut atteindre, ce qu'il nous faut atteindre, compte tenu des scénarios et du champ des possibles, à horizon, ce que vous voudrez, 2050, 80, 100, etc. S'il faut atteindre la neutralité carbone, les éléments de diagnostic et de solutions qui sont versés vous montrent qu'on se promène dans des horizons qui ne sont pas du tout neutres axiologiquement et qui renvoient en réalité à des systèmes de valeurs ou de préférences. Alors le GIEC, de façon globale, ne se prononce pas, mais on voit très très bien dans les modélisations des groupes 2 et 3 qu'il peut être tantôt question d'atténuer par la réglementation les émissions de gaz à effet de serre, tantôt d'augmenter techniquement la capacité d'absorption des puits de carbone, et rien que ça, sur l'atténuation, ça nous promène dans deux horizons absolument différents, dont je ne dis pas qu'ils sont inconciliables, mais ils sont extraordinairement différents éthiquement. Même chose sur l'adaptation, comment on s'adapte et jusqu'où, évidemment. Et puis, est-ce qu'il faut passer par une contrainte pure? Est-ce qu'il faut passer par une incitation? Est-ce qu'il faut passer, je sais qu'on a des spécialistes dans la salle, par la RSE? Est-ce qu'il faut faire confiance au marché, à l'entreprise? Évidemment que c'est sans doute une combinatoire de tous ces éléments qui sera la plus raisonnable. Mais je crois très très important qu'on comprenne bien que le passage du constat à la solution nous oblige à imaginer que la part des scientifiques s'arrête à la porte, ici, de cet espace politique particulier où il faut sans doute travailler à partir d'un dissensus pour trouver du consensus, travailler à partir de valeurs opposées pour tenter de concilier ces valeurs dans l'espace, dans le nouveau cadre que j'ai dessiné précédemment à propos de l'inversion hiérarchique. Donc je crois très très important qu'on ait bien à l'esprit la loi de Hume, en fait, à laquelle je faisais allusion depuis tout à l'heure, la distinction entre is et out, qui n'est pas tout à fait la distinction que Kelsen fera entre le Sein et le Sollen, évidemment, mais qui a ceci de très très fort, à mon avis, qu'elle nous oblige à éviter ce qu'on pourrait appeler l'hypnose scientifique, qui peut se traduire évidemment par exemple par le solutionnisme technologique. Souvenez-vous que le GIEC, dans la 6e évaluation, n'hésite pas à expliquer sous cet angle à quel point la géo-ingénierie est problématique. Elle n'est pas seulement problématique parce que là on commence à essayer d'agir sur le système climatique dans sa globalité, et là on ne sait pas trop où on va, il y a une logique d'apprenti sorcier, mais le GIEC souligne très opportunément que c'est aussi tout simplement une question d'acceptabilité par les populations, de conditions démocratiques de choix autour de ces solutions-là. Et vous comprenez bien qu'autour des technologies, ce qui peut être problématique, c'est la question des valeurs sous-jacentes, d'une part, et de l'espace de décision où on va choisir de renoncer ou de ne pas renoncer à tel type de technologie. Vous connaissez la phrase de Denis Gabor, tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoi qu'il en coûte, éthiquement ou moralement. Et cette phrase, elle est redoutable. Elle est absolument redoutable, et je crois qu'à part les usines de production SEB qui ont renoncé, peut-être il y a 20 ans de ça, au couteau électrique pour couper le gigot du dimanche, il n'y a pas tant que ça de technologies auxquelles on est complètement renoncé. Je vous provoque évidemment en disant ça. Mais vous voyez, l'espace démocratique des choix technologiques, c'est une question absolument abyssale. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'en ai presque terminé dans quelques minutes. Tout ce que j'ai dit précédemment ne serait rien sans une réflexion sur... pardon, évidemment.
sur une autre figure qui me semble très très importante et qui n'est pas située exactement au même endroit que les scientifiques, mais qui est tellement fascinante pour le juriste que je suis obligé de tenter, là encore, une déconstruction. C'est la figure du juge. Parce que le juge est à la fois dans les institutions, mais vous devinez que sa place, et notamment pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent un peu les contentieux climatiques, est une place ambiguë ou ambivalente. Parce qu'il est évidemment institutionnel par hypothèse, le juge. Mais en même temps, le grand problème, c'est qu'il intervient souvent après des constats de carence, ce qui veut dire qu'il est mis dans une relation triangulaire en porte-à-faux avec les institutions actives qui sont censées mener les politiques climatiques. Je vous dis ça parce qu'au moment où je vous parle, plus de 3000 actions en justice devant des juges nationaux ont été déployées de par le monde en matière climatique. On commence à avoir des équivalents sur la biodiversité, je vous rassure tout de suite, et surtout, finalement, tout un tas d'autres éléments. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la plupart du temps, ou très souvent, ces contentieux se nouent sur la base du sentiment de la société civile, souvent d'associations, mais pas seulement, d'une inaction climatique ou d'un irrespect de trajectoire climatique par les États qui, par ailleurs, se prétendent engagés. Donc là, vous voyez, la place du juge devient extrêmement, non pas problématique, mais très sensible. Parce que le juge devient la caisse de résonance d'un déplacement de l'espace démocratique dans l'enceinte, dans le prétoire et devant les juridictions. Je crois que ce point est très important. Alors quand vous apprenez à lire les jugements en la matière, on a en France, pas seulement en France, mais des grands spécialistes de ces questions-là. Je pense à Martha Torreschaub, je pense à Christelle Cournil. Il y a des personnes qui véritablement ont une connaissance très intime des contentieux climatiques. On s'aperçoit que c'est un nouveau cadre délibératif d'inputs, pour utiliser une analyse un peu estonienne, venu de la société civile. Ça va être les aînés suisses, ça va être les jeunes portugais, évidemment. Ça va être, dans le monde entier, une nouvelle façon de solliciter les juges pour leur demander de résoudre des questions qui, finalement, ne l'ont pas été antérieurement. C'est ce qui m'oblige à vous dire qu'à propos des juges, 2 ou 3 remarques me viennent. La première, c'est que moi, comme environnementaliste, épris de prévention des atteintes à l'environnement, quand je vois le juge se profiler, je dis « Allô Houston, nous avons eu un problème ». Si le juge est sollicité, c'est que, permettez-moi de le dire, quelque chose de l'ordre du dysfonctionnel, pour utiliser une expression à la mode, peut être repéré dans ce qui a précédé la saisine du juge. Donc, plutôt que de s'en réjouir complètement, on va ici théoriser la place du juge comme celle du dernier rempart et presque s'en inquiéter. D'autre part, rien ne nous garantit que le juge ne va pas s'auto-censurer, qu'il ne va pas, au nom de ce qu'il estime ne pas être une légitimité suffisante, y aller mollo avec l'injonction, les astreintes à l'intention des gouvernements successifs qui n'ont pas fait le travail comme ils auraient dû le faire. Et puis, de toute façon, les juges, c'est un espace sociopolitique. Évidemment, les juges sont des êtres humains, ils ont souvent une extraction sociologique particulière. Dans la balance des intérêts, l'interprétation des textes, évidemment, rien n'est garanti, mais je le reconnais, pas plus avec d'autres qu'avec eux d'ailleurs, de toute façon. Mais il y aurait 1000 façons d'entrer dans la question de la place du juge dans nos affaires démocratiques. Moi, ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que, avant de se réjouir, ou après s'être réjoui très complètement, prenons un tout petit peu de recul et interrogeons-nous sur ce que nous racontent ces interventions multiples des juges, et pas seulement sur les questions climatiques, même si elles sont ici évidemment majoritaires. Dernier point, lorsque le juge dernier rempart s'est prononcé, se posent d'autres questions, dans le détail desquelles je ne vais pas entrer, parce que là je sors du champ des institutions, mais je fais référence ici à des logiques d'acteurs qui débordent des espaces démocratiques traditionnels, en mobilisant ce qu'on pourrait appeler une gradation de la résistance, évidemment, aux institutions civiles. On pourrait partir de problématiques extrêmement en vogue en ce moment, y compris chez les juristes, autour de la désobéissance civile. Je pense à Thoreau, la fameuse conférence de 1848, évidemment. Mais on peut maintenant commencer à cartographier, puisque je parlais des juges tout à l'heure, tout un tas d'affaires dans le cadre desquelles on voit se nouer des relations complexes entre celles et ceux qui résistent, leurs modalités de résistance, les réactions des gouvernements et l'intervention des juges. Décrocher les portraits, ensouper des tableaux vitrés, ça va de soi, se coller les pouces sur le bitume, faire une grève de la faim, peut-être saboter un pipeline, ou au minimum, vous aurez compris l'allusion à Andreas Malm, ou au minimum dégonfler sans les crever les pneus des SUV dans certains quartiers de Stockholm. Je n'entre pas dans plus de détails. On peut faire un cours entier sur la question de la manière dont le droit s'empare de ce qui est à sa bordure même, c'est-à-dire des réactions extra-institutionnelles qu'il faut interroger.
Et avant même de les sanctionner, il faut se demander ce qu'elles nous racontent. Elles nous racontent peut-être, oui, une forme de désespérance, un sentiment d'impuissance, sans doute. En tout cas, elles doivent interroger en leur cœur, là encore, me semble-t-il, les démocraties. Quant au traitement parfois brutal qui est réservé à ces manifestations de résistance, je ne ferai pas de commentaire ici. Je parlerai simplement, par exemple, de dissolutions hâtives, comme la dissolution, évidemment, neutralisée de soulèvement de la Terre, il n'y a pas très longtemps. Mais on pourrait parler, évidemment, de Sainte-Soline et de beaucoup d'autres sujets ici. Et donc, voir comment les juges se positionnent sur ces questions-là est à nouveau très intéressant et nous montre, je ne dirais pas une frilosité, mais voilà, nous montre un embarquement dans une façon de faire démocratie qui commence évidemment à sortir de ce qu'on pourrait appeler la norme traditionnelle de la démocratie représentative. Je finis dans 5 minutes. Juste un dernier point sur la fabrique. Car la fabrique, elle est tout aussi essentielle que la question des valeurs ou la question des logiques d'acteurs. Pourquoi ? Parce qu'elle nous laisse entrevoir que les procédures par lesquelles on va d'un point A vers un point B peuvent recéler tout un tas de pièges, de faux semblants, de faux nez. Et là, je le dis, même si je ne suis pas spécialiste de droit de l'urbanisme, si je ne suis pas spécialiste de droit administratif, mais quand on commence à examiner de très près la jurisprudence sur un certain nombre de projets, on est non pas secoué, mais tout à fait interloqué, surpris de voir que bien souvent, les logiques procédurales permettent de donner toute sa place à l'imaginaire que j'évoquais tout à l'heure, et à travers des a priori, alors que, et je peux vous donner quelques exemples assez techniques de ce que je vous dis ici, alors que véritablement, la vertu d'une fabrique procédurale repensée des normes dites écologiques est quelque chose qui devrait nous tendre les bras et en tout cas nous préoccuper lourdement, longuement. La première chose à laquelle je pense, là c'est ce que je vais dire est très trivial, c'est les conditions dans lesquelles, entre conflit d'intérêts et lobbying, évidemment, se nouent des influences d'intérêts privés sur ce qui, de toute façon, n'est jamais l'intérêt général avant qu'il ait été proclamé tel. Donc je n'ai pas d'illusion là-dessus. Je ne suis pas en train d'opposer les bons et les méchants. Je dis simplement qu'on peut constater, je pourrais donner des exemples extrêmement nombreux, qu'il s'agisse des OGM, du glyphosate, du plan pesticide, etc. Je peux vous donner des exemples vécus de l'intérieur, de la façon dont, entre la mouture A d'un texte et l'ultime version, quelque chose se passe qui n'est pas toujours mis au grand jour et qui nous raconte sans doute les mystères d'une fabrique. Et peut-être les mystères d'influence qu'il serait quand même temps de mettre au jour, c'est déjà fait largement, mais très complètement, pour peut-être en tirer un certain nombre de conséquences. Mais un système constant, ce que je dis ici n'est pas du tout évident, ça va sans dire. Mais je pourrais aussi vous parler de choses assez concrètes, souvent assez locales, autour des enquêtes publiques, autour des études d'impact, autour des permis de construire. Et pas du tout pour évoquer quelque chose de l'ordre du soupçon généralisé, c'est pas ça. Et pour dire que, d'une façon générale, une de mes doctorantes va soutenir sa thèse le 3 octobre sur ces questions-là, et j'ai suivi donc le sujet d'assez près, et je la remercie. Elle m'explique que quand elle interroge des préfets à propos des permis de construire, ceux-ci, le plus souvent, et sans d'ailleurs s'étonner eux-mêmes de leurs propres propos, n'hésitent pas à dire qu'ils délivrent des permis de construire quand ils ont pris l'assurance que ceux-ci ne seront pas annulés. Ou plus exactement, quand ils ont réuni en amont les conditions permettant de penser que la chose est verrouillée, alors même qu'on ignore ce que le juge va en dire. Prenez des éléments comme les stations de ski, par exemple. Géographiquement, c'est extraordinaire. C'est le contentieux des stations de ski. Il y a la thèse d'Oriane Sulpice sur ces questions-là qui est tout à fait extraordinaire et qui vous montre que, le plus souvent, la fabrique procédurale des règles, entre l'information du public, les conditions de sa participation, une sorte de pseudo-démocratie localement aménagée ou organisée, tout cela, très rapidement, en réalité, laisse apparaître l'imaginaire débordant dont je dénonçais un peu, je dois le reconnaître, les méfaits tout à l'heure. À savoir une sorte d'a priori expansif, d'a priori croissantiel, ce que Véronique Koch explique très bien de son côté. Et donc là, entre jurisprudence, agents de l'État, que ce soit d'ailleurs l'administration centrale, les services déconcentrés de l'État, on a, alors vous allez pouvoir me citer des exemples inverses, on va pouvoir parler de l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, d'Europa City, évidemment. Mais quand même, la question n'est pas de savoir d'ailleurs s'il fallait ou non, non pas souscrire, mais entériner tel ou tel projet. La question est de savoir dans quelles conditions le choix est fait. Ça, c'est un vrai sujet procédural. Alors, si on est dans une logique de faux-semblant, on va considérer que l'information et la participation du public doivent être organisées de sorte qu'on vienne légitimer quelque chose qui, en réalité, est déjà acté. Participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement,
c'est l'article 7 de la Charte de l'environnement. C'est assez mystérieux, c'est assez incertain, mais une tendance de fond sur laquelle il faut qu'on s'interroge a quelque chose à voir avec une sorte d'a priori dans la manière de concevoir la fabrique procédurale des normes, c'est-à-dire les séquences par lesquelles il faut passer pour passer d'un projet jusqu'à son accomplissement définitif ou sa réalisation. Est-ce que ces séquences-là prennent en compte, intériorisent ou intègrent des éléments de démocratie locale profonds? Je crois qu'on peut s'interroger à ce sujet-là, en tout cas me semble-t-il. Moi, je plaide personnellement aujourd'hui pour une réactivation de la séparation des pouvoirs à toutes les étapes de ces procédures-là. Mais une séparation des pouvoirs qui ne serait pas conçue, vous voyez, à l'échelle des rapports entre le Parlement et le gouvernement, bien que ça puisse conserver encore en partie son utilité. C'est plutôt l'idée qu'il faut que l'évaluateur et le décideur soient bien distincts. Il faut toujours se demander, au nom du slogan traditionnel, si finalement celui qui paye l'addition ne commande pas le menu. C'est un peu ça quand même aussi le sujet. Et dans les espaces démocratiques, cette question me semble en tout cas assez fondamentale. Tout ce que je viens d'évoquer avec vous, évidemment beaucoup trop caricatural, infiniment trop rapide, a quelque chose à voir avec ce que j'appellerais un horizon utopique. Mais cet horizon utopique lui-même nous oblige à sortir, si j'ose dire, du faux pas dans lequel si peu brillamment nous sommes précipités, et du marécage en tout cas, en manière de pirouette. Est-ce que le droit peut, comme système, encaisser le choc ou peut-être être à l'origine des mutations que, très très brièvement, je viens d'évoquer devant vous? La question me semble extrêmement complexe. Il me semble qu'au moment où je vous parle, je ne peux pas concevoir le droit, l'environnement et le droit lui-même comme extérieur à un champ social global. Ce n'est pas une sorte de production abstraite. Le droit ne sort pas tout cru ou tout cuit de la cuisse de Jupiter. C'est une production sociale qui a d'ailleurs des visées sociales. Et sous cet angle, je ne suis pas certain que le droit puisse faire comme le baron de Munchausen dans les aventures et mésaventures de ce dernier, magnifiquement croqué ou gravé par Gustave Doré en 1862, où l'on voit le baron de Munchausen se soulever par les cheveux pour s'extraire du marécage, lui et sa monture. Et je crois que, sauf à croire au miracle, le droit n'est pas en tant que tel en situation de pouvoir de lui-même nous sortir du mauvais pas dans lequel nous nous sommes engouffrés. Je vous remercie. Ah oui, pardon. Là, ici. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. Donc, qui veut se lancer? Super. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez évoqué la nécessité ou le fait que les limites du droit allaient être définies de par des interventions un peu extérieures. D'après vous, ce serait sur quelle échelle de temps, étant donné qu'on est dans une situation un petit peu d'urgence, on va dire? Et aussi, du coup, je suppose que redéfinir le droit de cette façon, ça va aussi entraîner des réactions sociétales, populaires en tout cas, parce que c'est quelque chose qui touche fondamentalement les gens et leurs valeurs. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Merci beaucoup pour la question. À plusieurs entrées d'ailleurs cette question. La première chose qui me vient, c'est que quand j'évoque la notion de transition et la notion d'interdiction, vous avez tout à fait raison d'évoquer les réactions que ça peut susciter. Je ne conçois la notion d'interdiction essentiellement que dans un champ qui m'oblige à découper le terme en deux en parlant d'inter, trait d'union, diction. C'est-à-dire en essayant de faire en sorte que les grands contrats de renoncement ou de réorientation qu'il faudrait symboliquement et plus que ça passer entre nous à des échelles toujours difficiles à déterminer, ne peuvent l'être que sur la base du consentement. Là où je vous rejoins tout à fait, et c'est aussi ce qui m'interrogeait dans les démocraties et leur aptitude à faire face, c'est que les espaces démocratiques sont des espaces, a priori, de délibération longue et lente. Donc, voilà, l'effet ciseau entre l'urgence que vous évoquez et ce qu'on peut appeler les processus habituels décisionnels que l'on connaît, font que, je le redis comme tout à l'heure, hein, ça n'a rien d'évident.
Quant à la question de l'horizon de la transition, la question à laquelle vous faites allusion, là, moi, je ne suis pas du tout scientifique et je pense que ce que je lis, moi, dans les systèmes de planification dépend beaucoup des éléments auxquels on veut faire référence. Si c'est le fameux traité récent sur les 30% en matière de protection des océans, par exemple, on ne va pas avoir la même périodisation ou les mêmes dates dans les séquences et la planification que si on est en matière de climat, par exemple, ou de biodiversité. Donc là, je crois que ça peut dépendre des éléments. Je me méfie beaucoup des effets de l'urgence, évidemment, même si je crois comprendre, d'après des données scientifiques, qu'il y a urgence sur beaucoup de points. Mais urgence avant ce qui ne serait pas forcément une catastrophe au sens grec du terme, mais peut-être tout simplement un monde de plus en plus difficile à habiter. Ça semble, pour plein de raisons, relativement vérifiable. Donc ce qui est vrai, c'est que moins nous agissons, c'est tout le paradoxe, plus la nécessité d'agir se fera forte. Et c'est là que le droit est exactement dans cette interface. C'est-à-dire dans son impuissance et sa sursollicitation. La multiplication des procès est une très bonne illustration de ça. Vous avez le droit d'un côté, il semble impuissant, on saisit le juge qui rend du droit, etc. Mais les horizons auxquels vous faites allusion sont très complexes, d'autant que je pense qu'une métamorphose très profonde suppose qu'on repense tellement l'économie que pour avoir des consensus autour de ces questions-là, je veux dire, en dehors de champs qui seraient des champs révolutionnaires, hein, d'optique révolutionnaire, c'est en démocratie très très compliqué. Et je ne dis pas ça pour botter en touche. C'est que je pense que vous touchez du doigt ici, sur cet horizon temporel, quelque chose de très délicat, de très juste. Mais je n'ai malheureusement pas de réponse. Peut-être y a-t-il dans la salle des éléments de réponse que moi je n'ai pas. Oui, bonsoir. Mais j'ai une question sur ce que vous avez évoqué à propos du rôle des scientifiques. Si j'ai bien noté ce que vous avez dit que le passage du constat à la solution impose de penser que le rôle du scientifique s'arrête à la porte. Pour moi, ça présuppose que les politiques, comme les décisionnaires, comprennent parfaitement la science, ce qui est absolument faux. Donc, et on en a des tonnes de preuves. Donc ça veut dire que si le scientifique n'est pas embarqué dans la décision, lui a besoin de comprendre le politique, mais le politique a besoin de comprendre la science. Donc ça, c'est forcément une négociation et un partenariat. Le scientifique, pour moi, il n'a pas le droit de rester à la porte. Donc je voudrais bien que vous reveniez là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Alors c'est vrai que quand j'ai dit reste à la porte, il faut qu'on se comprenne bien. Du point de vue juridique, il doit rester à la porte du moment ultime de la décision. Je veux dire, je ne vois pas au nom de quoi n'importe quelle science, c'est-à-dire de quel scientifique parlerait-on? Je vous donne un exemple très simple. Les éoliennes. Si vous faites appréhender les éoliennes par des géographes naturalistes spécialistes du paysage, qui sont des scientifiques à leur manière, ils vont avoir un point de vue très très différent des spécialistes de l'énergie, par exemple. Donc à qui je donne en dernière intention, s'il faut les embarquer dans la décision, les clés du camion? C'est impossible. Ce que je voulais dire tout à l'heure, et vous avez raison de me demander cette précision, quand je dis s'arrêter à la porte du moment ultime décisionnel. Mais je vous rejoins, quand je parlais d'aide à la décision, c'était en évoquant le fait que la porte reste entrouverte, et je suis tout à fait en phase avec vous. Quand on comprend à quel point sont mal compris les scientifiques dans le champ politique, de plus ou moins bonne foi d'ailleurs, hein, de plus ou moins bonne foi, je vous rejoins tout à fait pour dire que dans le process conduisant la décision, je suis d'accord. Il faut sans doute qu'ils accompagnent très longtemps et avec beaucoup de pédagogie, etc. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand je précise qu'il y a un moment où, quoi qu'on en pense, d'abord il s'agirait de savoir et qui décide, oui, qui gardera les gardiens, dit Tite-Live, je crois, ou Tacite, pardon. Qui garde les gardiens? Donc qui décide des scientifiques qui sont habilités à? Donc c'est très compliqué. Et de toute façon, du point de vue des valeurs en démocratie, il est parfaitement normal que même réaménager, vous avez entendu que j'étais critique sur les gouvernants tout à l'heure, hein, il va sans doute falloir repenser les espaces de représentation nationale. Les conventions comme la Convention climat, c'est quelque chose de très intéressant parce que l'accompagnement scientifique, là, il est très approfondi pendant presque le temps métaphorique d'une gestation, plus de 8 mois, pas loin de 9 mois. Et vous avez des personnes tirées au sort, ce qui nous sort un petit peu, ce qui nous extrait des espaces sociopolitiques traditionnels. Je trouve que ce n'est pas du tout inintéressant. Des gens qui ne sont pas versés dans l'écologie, a priori, les 150 personnes au début. Et finalement, c'est à
travers ce travail d'accompagnement que vous évoquez très justement, que quelque chose se produit. Et 149 propositions dont tout le monde a dit dans cette enceinte-là que c'était invraisemblable à penser au début du processus. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc cela va aussi avec, je pense, une refonte assez critique des espaces de gouvernance et peut-être tout simplement des logiques de représentation. Merci beaucoup et vous m'avez permis peut-être de neutraliser un effet d'embarquement de ma pensée. Quand j'ai dit s'arrête à la porte, non, la porte reste entrouverte, mais voilà, on est dans quelque chose d'assez subtil et délicat ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, j'ai pas a priori une question, mais je voulais prendre le temps de vous remercier pour votre intervention, que j'ai trouvée extraordinaire dans le propos et dans l'écho que ça faisait avec ma propre perplexité. J'assure dans l'EDU le module RSE et gouvernance. Donc, on est sous l'égide du droit pour partie, mais moi je ne le connais pas. Je suis agronome, prof de gestion. Et donc, j'ai au moins ressenti avec plaisir que vous articuliez de façon documentée, fine et très tenue la perplexité dans laquelle on se retrouve par rapport à ces questions, parce que dès qu'on se gratte, on dit oh, si je le dis direct, il n'y a pas d'enfant dans la salle, putain, bordel, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ce qui me pose la question de qu'est-ce qu'on continue à enseigner et est-ce qu'on ne devrait pas avoir un pas de côté que j'appellerais procédural, en prenant le mot à votre exposé ou à Simon, à qui on veut, et de sortir de l'enseignement trop orienté sur les contenus dans lequel il me semble que l'on est aujourd'hui. Je vous partage une de mes multiples complexités, perplexités. Merci beaucoup. Le terme perplexité me plaît beaucoup. Il m'arrive de me présenter comme un gardien de l'hypocrisie collective, au sens où Bourdieu l'entendait dans les années 90. Donc je suis assez à l'aise avec ce que vous dites et je vous trouve même d'une grande pudeur par rapport à ça. Mais oui, j'aime bien cette idée que plutôt que de toujours penser les contenus, les logiques procédurales sont très sournoises, d'une extraordinaire subtilité dans leurs effets. Et il faut déconstruire et démonter vraiment les séquences procédurales pour mettre le doigt sur des éléments souvent fâcheux. Quant à la RSE, évidemment, je n'ai pas à me prononcer, en plus je ne suis pas grand spécialiste de questions, mais pour faire entrer la question de la RSE que vous étudiez bien dans notre petite danse commune ici, je dirais que moi je travaille pas mal avec des privatistes, et en tout cas je les lis avec plaisir. Je suis parfois, ce qui me laisse perplexe, puisqu'on parlait de perplexité, c'est que je pense que la RSE renvoie à un mode de gouvernance qui a sans doute beaucoup de vertus, mais je pense que dans une perspective holistique et de limites auxquelles on peut penser, elle montre assez rapidement, non pas ses failles, mais son essoufflement, tout simplement parce que la question de la RSE ne résout pas celle du tiers ou de ce que nous allons décider de continuer à produire, par exemple. Donc vous pouvez faire de la RSE sur un type de production, une filière qui n'existait pas il y a 15 ans et qui existe. Donc dans un discours interne, ce sera très crédible, mais d'un point de vue macroscopique ou holistique, ça n'a pas de sens. Ou plus exactement, il faut que ce discours interne soit contrebalancé par une réflexion politique sur où allons-nous. Et donc, je pourrais parler de 50 000 choses par rapport à ça. Je pense à Airbus qui va vous dire « Oui, je fais de la RSE et par ailleurs, je vais améliorer la performance énergétique de mes moteurs d'avion de tant de pourcents. » Et puis, la direction de l'aviation civile européenne nous dit « À horizon 2050, ce sera 2,8 fois plus de vols dans l'espace intra-européen qu'aujourd'hui. » Bon, moi, je ne suis pas scientifique, mais vous comprenez qu'à Houston, nous avons quand même un petit problème là. Et vous pouvez faire de la RSE autant que vous voulez. La question, elle est holistique. Et bien évidemment, elle est extraordinairement complexe à intégrer. J'ai parfois des petits accrochages, je ne pense pas avec vous du tout, mais avec mes collègues privatistes qui sont tout contents de me dire, en 2019, l'article 1833 du Code civil est venu nous dire que maintenant, il faudrait prendre en considération les aspects sociaux et environnementaux. Moi, comme publiciste, ça fait 50 ans que la notion de prise en compte existe, effet sur le système, zéro. Donc, oui, comme effet de réveil, oui, ça interpelle quand même, hein, ça rend perplexe. Je vous remercie beaucoup. Merci en tout cas pour... J'aime bien les termes que vous utilisez, me plaisent. Merci. Vous voulez réagir là-dessus? J'aurais juste aimé citer les travaux de Alexandre Monin, ce fameux ouvrage difficile à lire qui s'appelle « Ah, oui, tout à fait, absolument, Monin. Politiser le renoncement.
Il y a aussi Bruno Villalba qui enseigne pas très loin d'ici, qui dans Politique de sobriété a tout un chapitre sur la politisation du renoncement. Mais merci beaucoup, bien sûr. Mais quand on dit renoncement, il ne faut pas que ce soit chagrin ou triste. Hein, parce que l'idée, c'est que si on transforme l'imaginaire, le renoncement est plus simple. Hein. Voilà, donc ça, c'est un grand problème, un grand sujet. Pardon, monsieur, excusez-moi. Je voulais aborder l'idée des vents mauvais que vous avez cité au début. Pour moi, dans les vents mauvais et même les tsunamis, il y a les accords de libre-échange avec ces arbitrages par des cours de droit privé auxquels finalement les États se laissent enfermer. Et donc je voulais avoir votre opinion sur ce facteur-là. Et finalement, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on a comme outil juridique pour être en capacité de s'opposer à ça ? Alors là, ce que vous évoquez renvoie... Merci beaucoup pour le... Je pense que vous pointez vraiment un angle qui n'est pas trop mort, parce qu'il y a des travaux qui commencent à se préoccuper de ça. Je pense à de très beaux articles et à un livre de Florian Couven, Matsumoto notamment, qui est écrit sur ces questions de droit transnational aussi. Il y a beaucoup de travaux. Mais je vous rejoins. Ce à quoi on assiste, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Hein. Depuis le GATT, au début des années 90 à peu près, on assiste quand même, me semble-t-il, à quelque chose qui positionne les États dans une posture ambivalente, parce qu'à la fois ils se proclament gardiens d'un certain nombre de principes à l'intérieur, mais évidemment, dès qu'on les projette au dehors, ils rentrent dans l'arène, si je puis dire, dans le cadre de laquelle, non seulement en tant que sujet de droit à l'état de nature ou presque, ils sont pris dans une logique de guerre entre eux, y compris des guerres économiques, mais ensuite il y a toute la question des relations qu'ils nouent avec notamment les très grosses entreprises, qui parfois sont plus puissantes qu'un certain nombre d'États, évidemment. Et vous avez souligné une chose que je connais mal, donc là je parle sous le contrôle de vrais internationalistes, notamment des spécialistes de droit du commerce international, évidemment, c'est que je pense qu'il est tout à fait vrai que la plupart du temps, tout un tas de conflits ou de contentieux échappent à ce qu'on pourrait appeler la sphère publique internationale, pour rentrer dans des logiques d'arbitrage. Vous allez parler de juges privés, souvent on a des logiques d'arbitrage, évidemment, qui sont elles-mêmes extrêmement puissantes. Vous savez, la Cour internationale de justice, qui devrait, depuis qu'elle a été créée au milieu des années 40, s'être prononcée au moment où je vous parle sur des centaines et des centaines d'affaires, il y a matière en droit international à se prononcer sur des questions de ce genre-là. Elle ne s'est prononcée de manière opportune et pertinente que sur une quinzaine ou une vingtaine d'affaires. Beaucoup de choses sont reléguées absolument à un traitement plutôt privé ou privatif ou privatiste. Et quand vous posez la question de ce qu'on peut faire, que faire, comme ça a pu être dit dans d'autres temps, la perplexité dont nous parlions tout à l'heure me gagne à nouveau. Je crois que l'un des grands enjeux qui avait été soulevé par le Club des juristes en 2015 de mémoire, c'est notamment celui de savoir si l'individu et la société civile pourront devenir un jour et rapidement, et si oui, dans quelles conditions, des sujets de droit international crédibles, susceptibles de saisir des cours, etc. Tant que nous sommes dans une sorte de modèle, si vous voulez, statocentrique, mais en même temps extrêmement travaillé par la globalisation et les très grosses entreprises, les transnationales, c'est très très compliqué de passer par la verticalité du droit. Lorsqu'une entreprise internationale vous dit moi je veux pas, ou lorsqu'un État même vous dit je ne signe pas le traité, ou alors je le signe mais je ne me soumets pas à la Cour, s'il y a un problème on s'en remettra à un arbitrage privé. Ce qu'on peut faire par rapport à ça est extrêmement compliqué. Et Florian Couven Matsumoto a écrit des choses très très belles, très intéressantes sur le caractère très peu démocratique de ces accords passés, où la représentation nationale elle-même est peu sollicitée. Même le Parlement est traité plutôt sur la bordure dans ces affaires-là. Donc je crois que vous touchez intuitivement du doigt des questions centrales. En dehors de phénomènes qui seraient plutôt une réponse du fait au non-droit, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, même si j'ai fait quelques allusions à la désobéissance, mais là c'est plus qu'une désobéissance, la question c'est une déconstruction d'un système qui pour l'instant permet d'échapper au droit quand il existe, ou sinon de faire en sorte que le droit ne soit même pas créé pour prendre en charge les questions auxquelles vous faites très justement allusion. Ouais, vous ayant dit ça, vous voyez que c'est pas très réjouissant comme perspective, mais j'aurais aimé pouvoir vous apporter une réponse plus complète, mais faute de connaissances suffisamment précises, et peut-être même d'une opinion arrêtée, je ne peux pas vous aider davantage. Mais je vous remercie beaucoup. Oui, je ne vais pas beaucoup aider à remonter les perspectives positives. Merci beaucoup pour notamment votre notion d'assumer le renversement juridique des valeurs, même si le terme valeur reste très très compliqué. Pour avoir travaillé sur les comptabilités écologiques, on n'est vraiment pas du tout à l'aise. Mais là où je voudrais peut-être continuer d'enfoncer le clou, c'est que ce qui est vraiment frappant
pour tout un chacun, surtout pour les plus vieux d'entre nous, et pour avoir été journaliste pendant 30 ans sur ces sujets, pour avoir créé du débat public sur les sujets d'arbitrage, justement, sur les choix technologiques. Si vous prenez simplement la question de l'intoxication des milieux, vous avez parlé de droit mésologique. On sait qu'on crée des choses absolument terrifiantes. Vous prenez juste la Guadeloupe, le chlordécone, enfin, voilà, on a cela. On sait que les pesticides aujourd'hui coûtent à la santé, pour simplement l'Hexagone en France, 19 milliards par an. On a des choses vraiment énormes. Et ma question est la suivante, c'est la question de la prise. Pour avoir participé au tribunal Monsanto à La Haye et le tribunal fictif, là aussi, le monde entier disait le désastre. Bon. Donc en fait, on a l'impression que ce que vous dites, c'est que la seule chose qui peut opérer désormais, c'est les électrons libres, ou en tout cas les désobéissances, ou même les interventions peut-être même violentes, enfin, qui peuvent donner une perspective. Parce qu'on a l'impression que la prise n'existe pas, que les processus n'existent pas, que les démocraties, vous voyez l'état des démocraties. Donc, quelle est votre réponse sur le fait que vous semblez dire que c'est dans les interstices, dans des discordances, que quelque chose peut se créer? Merci beaucoup. Et merci d'avoir, pendant 30 ans, œuvré à porter des questions sur la place publique ou dans différents types d'espaces publics. Merci beaucoup. Oui, on n'a pas prise. L'expression me plaît beaucoup. Vous voyez, le baron de Munchausen, lui, je vais autant vous dire qu'il se prend par la queue de cheval pour s'extraire. Hein. On n'a pas prise, c'est pas du tout pour être négatif, hein, mais moi, quand j'essaie d'être positif, d'abord, je me rends compte du fait que plein de très nombreux philosophes, ethnologues, anthropologues, même économistes, nous disent « il faut ». Je pense à Aurélien Barraud qui sort son fameux tract, enfin non, pas son tract, mais son petit livre qui s'appelle « Il faut une révolution ». Il faut. Muss es sein, es muss sein, il le faut. Ouais. Il faut une révolution. Mais comment la fait-on? Et quand on dit révolution, c'est est-ce qu'il faut s'appuyer sur ce qui se passe à l'intérieur ou est-ce qu'il faut partir de l'extérieur? Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est que comme juriste depuis 25 ans, si je dis que je suis gardien de l'hypocrisie collective, c'est que je considère que les conditions de production du droit, entre valeurs, vous avez parfaitement raison de mettre des guillemets à cette notion que pour l'instant j'utilise faute de mieux, mais je suis extrêmement sceptique ou dubitatif. Je dirais que c'est un contenu de normes avec une sorte d'horizon plus ou moins partagé. Mais je vous rejoins tout à fait. Mais du point de vue des valeurs, des acteurs et des conditions de production, je crois malheureusement que au moment où je vous parle, la photographie que je fais du droit m'interdit de penser que c'est un outillage qui peut de lui-même produire quelque chose. Je veux dire, quelque chose d'autre que, je parlais de gardien de l'hypocrisie collective, je pense même que le droit de l'environnement, dont je vous parle moi, est la caution. Voilà. Et bien sûr que vous allez me dire, mais s'il y a des victoires, il y a le thon rouge, il y a la couche d'ozone. Oui, je peux vous citer quelques petites victoires à se mettre sous la dent. Mais globalement, fondamentalement, si on relève les compteurs des 9 limites planétaires, et je ne parle pas seulement du monde entier, je parle vraiment de la situation française, et même, puisque vous avez évoqué la situation ultramarine, hexagonale. Si je relève les compteurs, la réponse est, dans le meilleur des cas, ça avance très doucement, et bien souvent, ça recule. Voilà. Mais peut-être qu'il faut s'interroger sur ce que voulait nous dire le droit de l'environnement dès le début. Et je vous ai mis en perspective un peu, me semble-t-il, au début, c'est pas une déconstruction complexe, mais des éléments qui permettent de comprendre qu'il fallait peut-être pas en attendre tant de choses que ça. Voilà. D'où ma pirouette du baron de Munchausen. Mais après, je pense que le droit comme production sociale est aux mains d'un certain imaginaire, bien sûr. Est-ce que le droit peut avoir une prise sur l'imaginaire? Je ne sais pas. Si vous me dites, si demain on a des programmes d'école, je suis sûr que comme ancienne journaliste, ça vous intéresse aussi beaucoup, sur l'éducation à l'environnement, on n'a encore rien fait parce que je ne sais pas très exactement, je ne sais pas ce qu'il faut enseigner. Parce que je pense que el camino se hace andando, je pense que le chemin se fait en y allant. Donc je ne peux pas avoir un a priori du genre, on va vous faire une sorte de petit truc compact sur la soutenabilité. Non. C'est parce que ça part justement de l'idée qu'un imaginaire va être, si je peux dire, aux avant-postes de ce qu'on va vous enseigner.
En fait, ce qu'on doit enseigner fait partie d'un processus. Donc, ce qu'on peut peut-être espérer des pouvoirs publics ici, c'est qu'en revanche, ils fassent autre chose que ce que le Code de l'éducation fait en matière de sensibilisation à l'environnement. Parce que ce n'est pas avec le tri des canettes de soda et la visite annuelle de la ferme expérimentale qu'on va régler le problème. Et avec l'immense respect que j'ai pour toutes les enseignantes et enseignants que j'ai parfois côtoyés et qui s'investissent beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que structurellement, vous voyez bien que l'environnement qui devrait être central pour nous est considéré très largement par-dessus la jambe. Je veux dire, c'est la variable d'ajustement du système. Et voilà, et Aurélien Barraud a une phrase un peu forte, il dit voilà, alors, je ne suis pas en train de dire que le progrès doit être absolument banni de notre vocabulaire, parce qu'on est très très heureux, nous ici présents, que des dégradations écologiques nombreuses aient permis des formes d'enrichissement qui nous permettent d'être réunis ce soir. Hein. Il faut quand même en avoir vraiment conscience. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, évidemment, mais simplement il faut s'interroger sur le point de savoir jusqu'où nous allons continuer à accepter de détruire pour créer un certain type de richesse ou d'enrichissement. Et en plus, assez soigneusement mal réparti. Parce que je pense qu'il y a un moment où... Vous voyez, il y a un mot que je n'ai pas utilisé ce soir, mais vous aurez bien compris qu'il est omniprésent dans l'implicite de mon discours, évidemment. C'est qu'il y a un moment où, si on ne s'interroge pas sur des fortunes colossales, des systèmes de production, un capitalisme financier, là, pour le coup, je pense que le droit sera très, très, très à la peine. Mais est-ce que le droit peut porter atteinte à ce système structurellement? Voilà, on est dans la question. Ce dont je vous parle est quelque chose qui chemine, qui est en cours. Mais je suis très sensible à tout ce que vous avez dit aussi. Oui, merci beaucoup pour votre exposé, donc qui ouvre plein de pistes. Je voulais revenir sur 2 points sur le rôle des scientifiques que vous mentionniez. Il y a une difficulté, je suis dans le camp, pas des vrais scientifiques, parce que je suis un ingénieur, donc déjà c'est douteux. Non, mais ne vous dévalorisez pas. Mais il y a quand même une règle, je pense, de droit qui est que le droit doit être compréhensible et les scientifiques ne le sont pas nécessairement. Donc on peut reprocher effectivement au droit ou aux politiques de ne pas le prendre en compte, mais il y a peut-être aussi un travail à la fois du côté des scientifiques pour se rendre plus compréhensible et un travail du côté des éducateurs pour rendre la population capable d'entendre ce discours. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les procédures. Alors pour avoir vécu ça dans ma famille, il n'y a pas que les procédures, il y a les moyens qu'on met avec. Je n'ai pas le chiffre, mais la police de l'environnement en France, c'est une centaine d'inspecteurs à peine. Et quand dans un parquet, il y a un sujet qui arrive, pour peu que le préfet ait bien consenti, parce qu'en général c'est le préfet qui saisit le parquet, et donc il y a un premier filtre ici, et ensuite le juge qui veut juger sur l'environnement n'a de toute façon pas de moyens, puisqu'il ne peut pas demander à la police environnementale d'enquêter. Donc peut-être que finalement le droit pourra faire beaucoup de choses s'il avait ses moyens. Je vous remercie beaucoup de le souligner, et je m'en veux terriblement parce que c'était, vous savez, j'ai des notes sous les yeux que je m'empresse de fuir évidemment, comme vous avez sans doute pu le constater, si bien que ce que vous dites là, et qui est central, qui est très important me semble-t-il, je l'avais noté, la question des moyens. Je pense, vous y faites allusion implicitement, à 2 rapports rendus dans le cadre de la politique pénale environnementale en 2019 et 2022. Il y a notamment un rapport Molins de mémoire, et je vous suis entièrement pour dire que, avant de considérer que le droit ne peut pas grand-chose, il faudrait se demander si, lorsqu'il existe, on lui donne tous les moyens de sa mise en œuvre et de son effectivité ou efficacité. Et ça, c'est un gros morceau à propos duquel on a des indicateurs qui sont d'ailleurs renouvelés régulièrement, et je vous suis entièrement désolé, c'est un oubli de ma part, et heureusement, vous voyez que la salle est là, à travers vous, pour compléter ça. Ça nuance un peu certains de mes propos, évidemment, volontairement provocateurs, mais bien sûr, oui, le droit pénal, mais il y a beaucoup de choses à dire même là-dessus. C'est que vous évoquez les moyens humains, à l'époque des installations classées pour l'environnement, les inspecteurs des installations classées, même en ce qu'on appelle en moyens humains complets, etc.,
alors qu'il y a 65 000 ou 70 000 installations autorisées ou enregistrées, plus de 400 000 installations déclarées, ils étaient 1 millier ou 1800 ou 1200. Et ce que vous dites sur les inspecteurs de l'environnement corrobore tout à fait ça. Et il y a des questions de moyens financiers aussi. Regardez l'évolution sinusoïdale du budget du ministère de l'Environnement, par exemple. Mais il y a aussi une question d'échelle de sanctions, par exemple. Quand un chardonneret est beaucoup moins... Quand le braconnage d'un chardonneret, espèce extrêmement protégée et très convoitée, ça va ensemble, est infiniment moins réprimé que le vol d'un sac à main ou d'un téléphone portable, vous vous interrogez sur une échelle de valeur. Et dans les moyens que vous évoquez, il y a aussi la question de l'échelle des sanctions qui elle-même renvoie au degré d'importance qu'on accorde. Et ce degré d'importance se retrouve ensuite dans les moyens. Donc je vous rejoins absolument, bien sûr. C'est très important et je crois qu'il faudrait en tout cas faire un inventaire très précis des défauts de moyens sur la mise en œuvre à tous les niveaux des procédures qu'on évoque ici. Et vous évoquez le préfet, c'est très vrai, ce qui renvoie aussi d'ailleurs à la sensibilité écologique globale des services préfectoraux dans leur ensemble, des préfets eux-mêmes quand ils prennent les décisions finales. Et donc je vous rejoins pleinement. Et je vous remercie beaucoup d'avoir complété mon intervention à travers ça. C'est concret et c'est très important. Mais ensuite, il faut faire un diagnostic super précis, voilà, une sorte d'inventaire bien cartographié d'où on en est par rapport à ça. On ne sera pas déçus. Hein. Enfin, je veux dire, on va tout à fait aller dans le sens de ce que vous dites, à mon avis. C'est vrai. Et ça raconte quelque chose, justement, d'une sorte d'incapacité du système lui-même à considérer que c'est tellement important. Et je pense que si... Oui, et c'est pas pour caricaturer le propos, mais je pense que quand on regarde la ventilation budgétaire du budget de l'État français, on va tomber de l'armoire. Hein. On va s'apercevoir que... même si ça doit se délibérer, évidemment. Hein. Mais apparemment, ça n'est même plus délibérable, puisque c'est plutôt l'exécutif qui maintient dans des coffres forts ce qui devrait relever de la représentation nationale, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est bien. Je vous remercie pour cette opportunité. Et j'ai une question plutôt pour approfondir votre pensée sur deux termes que vous n'avez pas utilisés, mais que je pense qu'ils sont vraiment un peu là. Et c'est équité et justice. Parce que quand on pense aux limites et aux limites de droit, et aussi à démocratie désaffectée, on pense à justice environnementale, à la distribution des charges aux communautés vulnérables qui sont les plus proches des pollutions. Donc un peu pour approfondir ce sujet qu'on n'a pas pu dans une des récentes... Merci Rossio, merci infiniment. Oui. Alors c'est vrai que quand j'ai évoqué des valeurs soit anciennes, quand j'ai parlé de la dignité de la personne humaine par exemple, ou quand j'ai parlé des biens communs, c'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais vous évoquez à travers la notion d'équité quelque chose qui n'est plus seulement un bruit de fond en droit international, mais qui monte considérablement en puissance. Le rapport du GIEC de 1995 consacre tout un long paragraphe et depuis les dernières évaluations mentionne encore dans toutes ses déclinaisons cette notion d'équité. Intra, inter, transgénérationnelle, etc. Et oui, je trouve très important ce que vous dites. La décision de la Cour allemande de Karlsruhe du 24 mars 2021 est traversée par cette notion d'équité, cette notion extrêmement intéressante de répartition des charges passées et futures d'ailleurs en réalité. Donc les peuples vulnérables sont pour le coup souvent les victimes du développement des pays industrialisés, ça le GIEC l'a très très souvent noté. Il ne s'agit pas de battre sa coulpe ou de faire de l'autoflagellation, hein, mais il s'agit quand même d'en avoir conscience. Donc ça, je pense que c'est une clé d'entrée qui, en jurisprudence climatique notamment, est de plus en plus importante, à la lumière d'ailleurs d'une notion qui n'est plus seulement celle d'égalité au sens strict, évidemment. C'est un peu plus subtil, l'équité. Et peut-être que dans un monde contraint, de plus en plus indisponible, la notion d'égal accès à un certain nombre de ressources premières devient une notion, me semble-t-il, assez centrale. Mais je suis très très sensible à cette question. Et là encore, quand j'ai évoqué la dignité, j'avais prévu d'évoquer parmi les quelques blocs l'équité. Je ne l'ai pas fait, merci Rossio. Équité qui, entre nous, peut aller d'Aristote aux développements les plus contemporains. Je veux dire par là qu'on peut là encore trouver des éléments, non pas modernes, mais relativement anciens dans un discours philosophique sur ce qu'est l'équité ou la equitas. Et de l'autre côté, évidemment, on a des développements beaucoup plus contentieux, contemporains, très techniques, autour d'une sorte de chiffrage de la répartition des charges. Ça peut aller extrêmement loin dans le détail après. Je pense que les contentieux climatiques sont une des bonnes clés d'entrée pour comprendre les développements actuels de cette notion d'équité, qui n'a pas dit son dernier mot, et qui est liée aussi, me semble-t-il, à la question fondamentale des droits humains, mais des droits fondamentaux dans la capacité... Et c'est une énigme que le libéralisme ne résout pas aujourd'hui. Je veux dire, y compris le libéralisme politique, parce que si vous parlez d'égalité des droits, vous êtes obligé de vous dire que ceux d'après, il n'y a aucune raison de penser dans un continuum humain que ceux d'après n'auraient pas autant droit que vous à un certain nombre d'éléments de satisfaction.
Et la Cour de Karlsruhe utilise beaucoup cette notion-là en disant, ben voilà, si ceux d'aujourd'hui dépassent, ceux d'après auront moins. Et ça, si vous voulez, ça c'est une énigme pour les libéraux aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Parce que dans l'ADN même de la construction du sujet de droit, il n'y a aucune raison de dire que les générations présentes l'emporteraient sur ceux qui viendront, d'autant que les générations futures sont toujours déjà là, à travers des figures comme Greta, comme mes enfants, les vôtres, pour celles et ceux qui en ont, etc. C'est un continuum humain. Donc vous voyez, sous cet angle, c'est compliqué de ne pas se poser la question des limites. Voilà. Et c'est aussi très intéressant pour ça, l'équité. Sur la responsabilité, la répartition des charges, la limite. C'est un programme de juristes hyper dense. Et je vous remercie beaucoup. Vous voyez, à vous deux, vous venez compléter des choses qui étaient dans mon... mais que je n'ai pas pris le temps d'évoquer. Donc merci beaucoup, Rocio. Une dernière question Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'espère que ma question vaudra le statut de dernière question, mais bon, c'est plutôt une question de novice. Vous avez expliqué le rôle du juge pour expliquer qu'on pouvait avoir des frémissements dans le droit de l'environnement grâce aux contentieux qui étaient jugés et que ça créait une jurisprudence. Absolument. Mais on n'est pas dans le droit anglo-saxon en France. Et donc, la notion de jurisprudence est moins forte dans la création de normes. Donc, est-ce que vous diriez qu'en France, on est moins outillé ? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont plus vite et plus loin du fait qu'ils sont dans un autre système de droit ? Alors, statut de dernière question, pour laquelle la réponse... Ça sera votre prochaine conférence, éventuellement. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une très belle question. Je prends tout de suite une précaution. Il faudrait qu'on ait beaucoup de temps pour rentrer... Alors d'abord, Rocio, qui vient d'intervenir, a de très très bonnes connaissances en droit comparé, et elle pourrait répondre sans doute beaucoup mieux que moi. Elle connaît notamment très bien la jurisprudence latino-américaine de beaucoup de pays. Et je ne le dis pas pour la mettre en avant, mais elle le sait, je le sais bien. Elle termine sa thèse en ce moment. Mais pour le dire sérieusement, est-ce que la France est moins bien outillée ? Il faudrait faire domaine par domaine, sujet par sujet, une approche comparée hyper serrée pour savoir si oui ou non, et si la culture anglo-saxonne par rapport à nous, c'est-à-dire notamment l'effet de précédent par rapport à ce qu'on appelle nous la jurisprudence, a des effets de différenciation importants. Et je ne dis pas ça pour ne pas vous répondre, mais je ne sais pas bien. Si je veux faire une investigation franco-française, je vous dirais par exemple que, par simple petit effet de comparaison quand même, ce qu'a apporté la Cour allemande dans l'arrêt 2021 que j'évoquais, qui est l'arrêt en condamnation partielle de l'État fédéral allemand pour inaction climatique, et ce que, autour de la notion de génération future, le Conseil constitutionnel a fait ou n'a pas fait dans une décision assez récente, qui a à peine un an, qui est la QPC 1066 sur association Meuse-Rhin-Nature. C'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que le statut des générations futures n'est pas convoqué dans le même contexte. C'est un contexte climatique pour l'affaire allemande, c'est un contexte de déstockage possible, du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Mais disons que je pense que la formation des juges, leur extraction, si j'ose dire, en Allemagne, pour comparer les juridictions ici, et en France, où au Conseil constitutionnel, à ma connaissance, il n'y a pas ni de juristes, ce sont essentiellement des reconvertis d'un moment politique, hein, pour beaucoup d'entre eux. Et je ne le dis pas méchamment, mais il faut quand même le reconnaître, hein, c'est beaucoup ça. Alors, bien sûr, ce ne sont pas eux qui rédigent les décisions, hein, mais peut-être que la place des juridictions, que ce soit la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, dans l'arc des institutions républicaines, est telle qu'on ne peut pas forcément en attendre énormément de choses. Voilà. Je trouve que ce que la Cour allemande a proposé, je pense notamment aux paragraphes 120 et 254 de sa décision légendaire, hein, de mars 2021, sur repenser les droits, sur l'absence de neutralité climatique de certaines libertés qu'on exerce, et tout un tas d'autres réflexions très profondes. À ma connaissance, on ne trouve pas tout à fait ça encore en France. Il est possible que ça change, et puis il faut aussi reconnaître que les juges sont tenus en partie, même s'ils ont une marge d'interprétation, par les termes du litige lui-même. Donc là, ça repose aussi la question qu'on évoquait tout à l'heure de leur place finale, s'en réjouir pas exagérément, parce qu'ils sont tenus par les termes du litige, beaucoup. Donc, je pense que les juges français pourraient être formés autrement, mais peut-être aussi désignés autrement, qu'ils pourraient peut-être venir en partie d'ailleurs. Mais dire ça, c'est peut-être... Il n'est pas d'être provocateur ici. Voilà, au moment où je vous parle, disons que je peux, moi qui commente la jurisprudence sur la Charte de l'environnement chaque année, je pourrais vous dire,
certaines audaces ici ou là, et puis pas mal de frilosité par ailleurs. Vous voyez, j'ai bien répondu à votre question, hein, c'est magnifique. Merci à vous en tout cas pour cette Merci beaucoup. Question. Bonne continuation à toutes et à tous et bonne année de formation pour celles et ceux qui sont dans ce cadre-là.